qu'on se le cache pas, réussir à gagner autant d'argent rapidement, et rapidement entre guillemets, hein, je suis pas arrivé Ouais, il y a 6 mois non plus, en mais, 5-7 ans, ouais. mais qu'on s'entende bien, dans la finance tradi, tu vas pas réussir à faire un x10, x20 ou x50 sous ton capital juste en investissant sur Apple, tu vois. Le YouTube game, on va l'appeler comme ça. Déjà aujourd'hui, il a énormément grossi, qu'on se le cache pas. Il y a énormément de personnes qui sont présentes, et je dois même avouer que le bear market n'a pas fait un gros ménage. Ouais, je suis choqué de ça. Je pensais que ça allait Alors peut-être que bouger, décourager. tu vois, moi, je me suis toujours dit, ça m'intéresse pas de vendre des formations à des personnes qui ont à peine 1000 balles à investir. En vrai, ça n'a pas de sens pour moi, parce qu'on va pas cramer 20, 30, 40% de son capital pour se former. Je voulais un peu plus aborder tes investissements et ta gestion de folio. Concrètement, comment tu gères ton folio et surtout, comment as-tu réussi à progresser dans ta manière d'investir ou même de trader d'une certaine manière sur ces Ouais, dernières années? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai l'occasion de recevoir CoinTips et Alexandre. Comment tu vas? ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Réveil un peu compliqué, je fais quelques insomnies et j'en ai profité pour regarder quelques-unes de tes vidéos pour me mettre dans le bain, donc c'était assez marrant. Je pense être au point, mais ça va être l'occasion de parler pas mal du sujet et d'en savoir un petit peu plus aussi sur toi, parce que évidemment tu partages ce que tu fais sur YouTube, etc. Mais voilà, j'ai envie de rentrer un peu plus en profondeur sur de nombreux aspects, notamment investissement, gestion de folio, tes convictions fondamentales dans l'écosystème et bien d'autres. Donc voilà, très content de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation Non, avec aussi plaisir. rapidement. Avant de commencer, j'ai l'habitude de demander à mon invité qui il aimerait voir tout simplement interviewer sur ma chaîne. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en Ah oui, tête je l'ai ou vu en plus. quelqu'un qui te plaît, que tu aimerais voir sur la chaîne, quelqu'un qui t'est proche ou pas du tout? Voilà, juste quelqu'un qui te semble pertinent. J'ai vu ça en plus, c'est vrai, je me suis dit merde, en plus je suis con Il va parce me que poser la question et j'ai pas réussi. j'avais réfléchi, effectivement. Moi, je regarde très très peu ce qui se passe sur les réseaux, donc c'est vrai que c'est compliqué de recommander quelqu'un sur les réseaux. Mais je vais faire comme l'un de tes derniers intervenants, je vais réfléchir. Je vais essayer d'y réfléchir. Je vais essayer d'y réfléchir et de voir si j'ai pas un nom qui sort. Mais là, en tout cas, là comme ça, effectivement, j'en ai pas comme ça. Ça marche. Bon, en tout cas, garde en tête que tu peux viser large dans le sens où bah maintenant, j'arrive à ramener de plus en plus de gros profils et tout sur la chaîne. Donc voilà, Mhm. n'aie pas peur Ok, d'avoir de grandes ambitions sur cet invité. ok, On ok. essaiera d'avoir ça. Du coup, pour commencer, je suppose qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent sur YouTube parce que ça fait maintenant un bon moment que tu es sur YouTube. Peut-être Ouais. un peu moins actif dernièrement. Mais est-ce que tu peux te présenter vraiment succinctement ce que tu fais, qui tu es? Ouais, Et voilà. bah, ouais, moi, c'est vrai que j'ai commencé YouTube en 2017, hein, j'ai envie de dire à la meilleure période. Ceux qui ont connu cette période-là, pour moi, ça reste l'une des meilleures, pour le coup, limite mieux que ce qu'on a connu en 2020, de mon point de vue. Pourquoi tu dis ça? Euh, c'était beaucoup plus exotique. On va dire que c'était encore plus le Far West, et on pouvait D'un point de vue vraiment aller marché? chercher des. Ouais, ouais, au niveau du Ouais. marché, ouais, au niveau du marché. Et c'était quand même encore accessible d'une certaine manière, où le marché était encore assez jeune. Aujourd'hui, on le voit quand même, le marché il a bien évolué. Maintenant, tu as pas mal de gros qui sont dessus. Ça a complexifié, on va dire, un petit peu quand même le marché sur pas mal de choses qu'on retrouvait pas en 2017. J'ai envie de dire que la seule chose qu'on avait en 2017 et qu'on a toujours aujourd'hui, c'est le Tether, tu vois. C'est ce truc, bon, encore plus à l'époque, tu vois, mais le Tether, c'était vraiment le truc, on s'est dit, le jour où ça va se casser la gueule, parce qu'il n'y a pas grand monde qui avait confiance en ça, ça va juste plomber tout le marché. Bah, apparemment, écoute, ils sont toujours là, mais il y a toujours ce risque, tu vois. C'est l'époque Euh, avec Bitfinex Ed, enfin Bitfinex, oui, c'est vrai etc. qu'à sur l'époque, c'était un Twitter. peu chaud quand même, hein. C'était un petit peu chaud, Ouais. effectivement, ce qu'ils avaient fait. Bon, écoute. Non, mais voilà, donc 2017, c'est là où j'ai débarqué sur YouTube. Moi, j'ai fait mes armes un petit peu avant, quand même, sur les cryptos. J'ai commencé à investir en 2000, réellement en 2015. J'avais commencé un petit peu avant sur du mining, mais c'était juste pour m'amuser. Il n'y avait même pas une ambition, en fait, de se faire de l'argent ou d'investir vraiment. C'était le mining de Litecoin à l'époque qu'on pouvait encore miner avec des cartes graphiques. Donc 2015, c'est là où j'ai commencé un petit peu à investir sur Bitstamp. Il y avait deux plateformes à l'époque, c'était Mongox et Bitstamp. J'ai eu
la lucidité d'esprit d'aller sur Bitstamp et non pas sur Mt. Gox pour le coup. Sinon, je pense que mes bitcoins, je les aurais encore. Je pense que je les attendrai encore pour le coup. Bon, c'est là où j'ai commencé un petit peu, on va dire, à investir, à faire un petit peu toutes les conneries habituelles que n'importe quelle personne a pu faire à l'époque. Et au même moment, je suis parti à Maurice, donc en 2015. Par pur hasard, uniquement. Voilà, je suis ingénieur de formation. J'avais commencé à finir mon stage de fin d'études en Autriche et donc à Vienne. Et en gros, la boîte dans laquelle je bossais, je pouvais soit rester en Autriche, soit partir à Maurice ou au Vietnam. Et j'avoue que j'ai choisi Maurice uniquement en me disant, tiens, c'est une île paradisiaque, ça pourrait être sympathique, mais sans connaître quoi que ce soit pour le coup à Maurice. Et on va dire qu'à l'époque, j'aimais bien me mettre des challenges pour me dire, si je veux réussir à m'en sortir, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'aille dans des endroits où pour le coup, voilà, j'y connais rien. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai débarqué à Maurice en connaissant absolument rien, en connaissant personne, et on se démerde pour le coup. Et c'est comme ça que je pense que j'ai réussi quand même à plutôt bien m'en sortir. Mais surtout, Maurice a été un élément déclencheur. Parce qu'en fait, chose que je ne savais pas, c'est qu'ici, il y avait quand même déjà beaucoup de Français, on va dire, à l'époque. Et tu as deux catégories de Français. Tu as ceux qui sont expatriés, comme moi, en fait, et qui travaillaient dans des boîtes qui ne sont pas forcément super bien payés, pour le coup, même s'ils sont quand même payés très, très bien par rapport au niveau de vie locale. Et tu as tous les autres. Qui sont là en mode investisseur, ceux qui font du business, etc. Et tu as un écart qui est tellement grand pour le coup que tu te poses des questions et tu te dis mais qu'est-ce que je fous, tu vois. Et c'est vrai qu'ici c'est assez flagrant. Tu fais des soirées, tu vas dans des grosses villas avec piscine et tout, et tu sais que ça c'est des maisons, tu pourras jamais te les permettre en fait si tu restes dans ta situation actuelle. Et donc ça a vraiment été l'élément déclencheur en gros d'arriver ici, d'évoluer autour de ces personnes-là. Et ça, c'était l'objectif principal, c'était justement donc de passer de l'autre côté de la barrière, tout simplement. Et chose que j'ai pu faire grâce aux crypto en quelques années pour le coup, notamment via le Bull Run de 2017, où là, ça a été voilà, le début de voilà, on commence à gagner un peu d'argent et on commence à gagner des sommes auxquelles on n'est pas forcément habitué. Voilà. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube pour partager un petit peu tout ça. À l'époque, il n'y avait pas grand monde. Je pense qu'il y avait Asher et Slashcoin qui sont encore vivants aujourd'hui sur YouTube. Je crois que c'est à peu près tout. Il y avait aussi le journal du coin qui était déjà là, on va dire, à l'époque. Et peut-être quelques-uns que j'ai oubliés, mais voilà, c'était à peu près tout, grosso modo. Et donc voilà, donc j'ai commencé à continuer à me former, j'ai développé mes sources de revenus, j'ai commencé à investir ailleurs, j'ai développé un business autour de YouTube, pas directement avec YouTube, mais en vendant donc j'ai commencé avec des petites formations et ensuite j'ai continué avec un groupe, un truc plus complet qu'une simple formation, parce qu'à mon sens, juste une formation, je pense que c'est pas suffisant. Et voilà, j'ai appliqué les règles classiques. On se diversifie, on multiplie les sources de revenus et surtout on se dérisque par rapport aux cryptos. Parce que quand tu as connu quand même tout ce qui s'est passé dans les cryptos depuis maintenant un bon bout de temps, tu sais quand même que tout miser là-dessus, quand le capital il commence à bien grossir, c'est un peu con. En fait, je trouve ça un peu con, mais après, on va dire que chacun a son point de vue, mais moi, j'ai toujours cette nature quand même à vouloir assurer ce que j'ai réussi on va dire, à acquérir. Je connais des personnes qui vivent toujours avec un risque démesuré, et qui ont gagné des dizaines de millions et qui continuent encore à investir full crypto, à continuer encore à prendre du levier et à quasiment pas avoir vraiment assuré ses arrières, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Tu veux pas ça. Ouais. Non, moi j'ai pas cette appétence avec le risque. Je pense que certaines personnes, ils adorent prendre du risque de manière assez importante. Mais moi, c'est pas mon cas. Je pense que c'est ça qui les fait vivre aussi. C'est un peu cette sensation enfin, c'est le fait de se sentir un petit peu vivant ou je sais pas, tu vois, quelque chose qui les excite d'une manière. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça aussi qui. Après, bon, ça fait prendre aussi des cheveux blancs, je suppose, mais. Moi, en tout cas, je peux comprendre ces personnes-là, mais je trouve que c'est important, évidemment, comme tu le disais, de valider des checkpoints un petit peu dans ce jeu et de faire en sorte que tu puisses pas retomber trop bas, parce qu'au final, derrière, ça peut créer vraiment d'immenses frustrations. Et puis, si ça peut t'amener à changer drastiquement ta vie de manière négative, alors que ça a pu t'apporter beaucoup par le passé, c'est quand même un peu regrettable, quoi. Donc, il faut pas oublier et garder en ligne de mire que ta vie et comment tu la vis, c'est assez important. Et l'argent, évidemment, va aussi avoir un impact sur ça. Donc, voilà. Non, clairement, de ton côté, de ton côté, comment les cryptos ont impacté ta vie Est-ce que ça t'a fait vieillir plus vite? Est-ce que ça t'a fait devenir plus mature, plus
plus sage plus rapidement ou voilà, comment ça t'a impacté dans ta vie en général? Déjà, ça m'a juste permis de comprendre, on va dire, sans prétention, mais quand même, le fonctionnement dans sa globalité, le système financier. Parce que mine de rien, quand tu te renseignais déjà sur comment fonctionne le Bitcoin, c'était déjà pour répondre à des problématiques du monde traditionnel. Donc c'est ça qui m'a vachement creusé ce milieu que je n'avais absolument pas creusé dans tout mon parcours scolaire pour le coup. C'était absolument pas au programme l'économie, enfin juste de manière basique, mais voilà. Donc déjà, rien que C'est ça. ultra dommage. Euh, Bah, effectivement, c'est vrai qu'au final, avec le recul, tu te dis juste comprendre un minimum le système dans lequel on évolue, sachant que tout le monde court après l'argent aujourd'hui, si tu n'arrives pas à comprendre comment Tout le monde veut l'argent de est l'argent, mais créé. personne ne sait comment ça Euh, fonctionne. ouais, c'est C'est un peu ça le incroyable. problème, effectivement. Et rien que ça, déjà, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et tu comprends beaucoup de choses et tu comprends mieux surtout pourquoi est-ce qu'au final, l'argent il circule toujours dans les mains des mêmes personnes, grosso modo. Euh, donc, principalement, je vais dire ça. Après, deuxièmement, ça nous a quand même permis de découvrir une technologie qui peut avoir du sens. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes par rapport à la technologie, par rapport au fait de, encore aujourd'hui, on peut encore transférer des stablecoins sans avoir à se soucier de savoir si la banque va te demander mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, pourquoi tu envoies ça et à qui tu envoies ça. Et surtout sans aucune limite et quasiment sans frais pour le coup. Moi qui vis à Maurice, je peux t'assurer que les frais, on les voit sur le système bancaire. Tu fais un virement Swift en dollars, tu es certain que tu as 30 ou 40 dollars qui part à chaque fois. Ok, ça c'est une Euh, folie parce que nous en Europe ou même en France, on se rend pas forcément compte ouais, de, c'est de vrai. ces points critiques, tu vois. Enfin moi c'est plus du tout quelque chose que j'ai en tête. Moi aujourd'hui, je sais pas, imaginons j'ai une banque comme Conto ou comme Revolut ou peu importe. Je fais un virement, c'est instantané, c'est sans frais C'est entre vrai. guillemets et, Non, c'est euh, vrai. et tu le vois pas passer quoi. Non, mais ça c'est vrai. Alors, par contre, c'est moins vrai si tu vas avoir accès à des devises étrangères et que tu veux les transférer. Parce que là, tout de Ouais, suite, tu as du c'est sur ça dollar qui qu'ils se passe. gavent. Ouais. Ouais, c'est les intermédiaires à chaque fois. Tu passes par le réseau Swift, tu passes par un intermédiaire bancaire américain et lui, il te prend un frais. Donc, sur des grosses sommes, tu t'en fous. Transaction, hein. 40 $ une transaction à l'île Maurice, c'est Oui, quoi? c'est ça. C'est une C'est un prix transaction fixe. Ether. Ouais, c'est une transaction Ether en bull market. Et sans passer par un layer 2, tu vois. Donc au final, oui, Ouais. c'est vrai que on a été amené à payer des sommes bien plus folles en frais Ethereum sur la DeFi, par exemple. Mais bon, on sait on sait pourquoi, d'une certaine manière, et on sait que c'est une technologie qui est même censée évoluer. C'est pas la finalité de devoir se taper des frais à 40 dollars pour faire une transaction. Sinon, c'est pas, sinon ça sert à rien, en fait, tout simplement. Euh, donc ça, on va dire que je pense que toutes ces choses-là, au final, et puis même au final, voilà, qu'on se le cache pas, réussir à gagner autant d'argent rapidement, et rapidement entre guillemets, hein, je suis pas arrivé Ouais, il y a 6 mois non plus, en mais, 5-7 ans, ouais. Mhm. mais qu'on s'entende bien, dans la finance tradi, tu vas pas réussir à faire un x10, x20 ou x50 sur ton capital juste en investissant sur Apple, tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être atteignable, mais à mon avis, beaucoup moins facilement. Donc, je dirais pas que c'est impossible, mais à mon avis, c'est encore plus compliqué. Et je te parle même pas de l'immobilier, où ok, tu peux très bien te faire des fortunes en immobilier, mais au bout de combien de temps? Au bout de Ouais, combien de temps en tu vas 20 réussir ans. à dégager 20-30 ans. des sommes Ouais. importantes, tu vois, en cash. Et je parle pas du patrimoine qui est entièrement sous ta dette, que tu ne possèdes pas vraiment. Je te parle vraiment d'argent que tu possèdes, tu vois. Et c'est ça qui a vraiment qui donne un levier quand même de fou d'être arrivé sur ce marché quand on était encore, je dirais vraiment parmi les premiers. Je pense que pour moi, les vrais premiers sont ceux qui ont connu les premières plateformes comme Kraken, qui étaient des grosses plateformes de merde, tu vois. Mhm. Qui étaient complètement buggées, qui étaient à la ramasse. Dès que tu avais un pic de volatilité, tu n'arrivais Ouais. même plus à te connecter en fait Ils avaient plus de dessus. marge Euh, disponible aussi en bull market, je me souviens. En 2017, moi, on non, pouvait ah, plus, on ok. pouvait plus prendre, on pouvait plus prendre de l'effet de levier comme on voulait. En fait, il y avait plus assez d'argent disponible à Ok. emprunter pour trader avec. Donc, Ouais, voilà, c'était c'était. l'époque, il y avait juste BitMEX pour les contrats futurs, Bitfinex et Kraken pour prendre un petit peu de levier. Voilà. Donc là, Quelle c'était vraiment époque, au tout début, tu BitMEX. vois. Alors que maintenant, ouais, effectivement. Donc voilà, je pense que toutes ces choses-là, pour le coup, et ça a quand même apporté beaucoup de choses et de voir l'écosystème aussi évoluer, quoi. Surtout avec la DeFi d'aujourd'hui, qui n'existait pas du tout il y a 3-4 ans, pour le coup. Aujourd'hui, on voit quand même les outils vraiment bien évoluer. Ça demande encore un peu de temps, je pense, avant que vraiment ce soit
utilisable par monsieur et madame tout le monde, mais en tout cas, on voit quand même l'écosystème plutôt bien évoluer, quoi. J'ai déjà posé cette question, mais je serais intéressé d'avoir ta réponse. C'est comment on reste motivé une fois qu'on a, entre grands guillemets, make it, ou en tout cas qu'on a changé drastiquement de style de vie, notamment grâce à la crypto. Tu passes toujours par des étapes, honnêtement, où tu as t'as des baisses. Je pense, hein, honnêtement, mais effectivement, en fait, comme pour. Voilà, on va dire que mon objectif principal, au final, ça a été de me dire, OK, je veux passer de l'autre côté de la barrière, je veux être capable d'avoir une super belle baraque avec une grosse baraque, enfin, une grosse piscine, pardon, avoir un patrimoine, etc. C'est vrai qu'une fois que tu l'as atteint, il y a forcément un moment où tu baisses un petit peu en termes de motivation. Tu te dis, bon, ben c'est bon, ça c'est fait. Et la difficulté, c'est de continuer effectivement à se redonner des objectifs qui restent réalisables. Parce que je pense que ça ne sert à rien non plus d'aller chercher la lune pour le coup. Mais je pense qu'il faut toujours rester effectivement quand même motivé et jamais rester dans sa zone de confort. Et c'est facile de tomber dans la zone de confort le jour où tu as commencé à gagner pas mal d'argent, où tu as pu acheter ta maison, etc. Tu as pu investir un petit peu à droite et à gauche. Bah, le problème après, c'est que après, tu te fais chier, quoi, tout simplement. Enfin, je trouve, hein, honnêtement, tu te fais chier. Et c'est pour ça que moi, j'ai continué quand même YouTube. J'aurais pu l'arrêter, franchement, en me disant, c'est bon, j'en ai ras le cul. J'ai pas arrêté, mais j'ai réduit en me disant, bon, c'est plus une contrainte. C'est juste un plaisir. Ouais. Ouais, bon après c'est quand même assez ironique parce que j'ai quand même un business qui tourne en partie grâce à ça, mais ça reste qu'une activité parmi tant d'autres et j'aurais pu me dire bon ben j'arrête. Et au final je l'ai pas arrêté pour me dire justement ça me permet toujours quand même déjà d'une de garder un pied dedans parce que c'est Donc vrai ça que te fait sinon c'est kiffer aussi aussi d'une facile manière, de. Oui je non suppose. en fait ça continue on va dire à me faire kiffer même si les objectifs sont plus exactement les mêmes, mais en fait ça m'amuse davantage maintenant. On va dire ça comme ça il y a beaucoup moins d'enjeux, tu vois. Il y a des personnes qui investissent là-dedans, voilà, ils ont un enjeu, c'est ils veulent sortir de leur routine, etc. Ils veulent gagner de l'argent pour avoir arrêté à faire leur taf qu'ils en ont marre de faire. Moi, c'est plus trop mon cas. Donc, c'est même limite plus facile maintenant parce que tu n'as pas du tout de pression derrière. Alors que quand tu commences, parfois, même souvent, tu as toujours cette petite pression de te dire il faut que j'y arrive, tu vois. Il faut que je réussisse. Et plus tu te mets de la pression, et plus c'est néfaste. Et donc, il faut réussir à bien jauger par rapport à ça. Mais il faut continuer, on va dire, à se donner des objectifs. Moi, pour le coup, j'en ai, qui sont des bonus pour moi, de continuer, on va dire, à développer mon patrimoine, de continuer à investir dans l'immobilier, d'acheter éventuellement des résidences secondaires ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que tu arrives à un moment où tu as une baisse. Et c'est normal, enfin, honnêtement, pour le coup. Et c'est même plutôt mérité, j'ai envie de dire, parce que tu as plutôt bien bossé durant un bon bout de temps. Donc je pense qu'il faut aussi arriver à un moment à lâcher, mais pas non plus lâcher trop longtemps, quoi. Enfin, en tout cas, je- après, on peut kiffer hein, de rien faire, hein, de juste faire un petit peu d'activité à droite et à gauche, mais en général, quand même, c'est difficile hein, de rester comme ça, je pense. Ouais, parce que quand tu as, entre guillemets, vraiment make it d'une manière, etc., c'est que tu avais la niaque, tu vois, que tu avais Exact. une vie souvent qui était assez excitante ou assez mouvementée, du moins. Et le fait de passer de Ouais. ça à quelque chose de très tranquille, je pense que c'est quasiment impossible. Ou en tout cas, ça crée pas Ouais, mal non, de mais moi, frustration. c'est pour Et ça ouais, que je suis parti voir ailleurs un petit peu. J'étais voir qu'est-ce qui se passe dans la finance tradi, qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai même été investir dans du vin. Voilà, je me suis renseigné durant quelques mois sur le vin, comment ça marche, l'investissement, sans vouloir prétendre être un expert dans chacun des domaines. Je pense que ça on s'en fiche. Mais au moins, voilà, de continuer comme ça à toujours gagner en expérience et en connaissance sur tout un tas de domaines. Et aussi, ça permet quand même de lâcher un petit peu par rapport au marché crypto. Parce qu'honnêtement, arrivé un moment, tu commences aussi un petit peu à saturer par rapport au marché crypto. ouais, Euh, c'est et vite donc, tu très as aussi prenant, en fait, besoin. hein. Ça prend Ouais, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est 24/7, il y a toujours une news. Enfin, c'est. ça prend beaucoup de temps, mais moi, il y a un truc qui me fatigue par contre, c'est toujours ce risque qui, au final, en fait, on pensait que le risque avait un petit peu disparu, entre guillemets, en 2020, en 2020-2021. Je me suis dit, bon, on a cette fois-ci un cycle de marché qui va être un peu plus calme que ce qu'on avait connu par le passé, avec des faillites de plateformes ou de trucs dans ce type-là. Et en fait, on a revécu exactement la même chose, même limite, j'ai envie de dire en pire. C'est-à-dire que j'ai même pas souvenir en 2018-2019, durant ce bear market-là,
d'avoir cette frayeur de me dire ma plateforme peut sauter. Bon, le stablecoin peut Non, dépeg, on l'a toujours c'était eu d'une certaine tranquille, hein. manière, C'était mais tranquille. Enfin, honnêtement, la c'était chute beaucoup à plus tranquille. La chute à 3K, évidemment, elle a été violente, mais Mhm. c'est pas comme si on s'y attendait pas, tu vois? Enfin, on était sur le support des 6K pendant longtemps, on le voyait un C'est peu vrai, venir, en fait. Alors c'est que vrai. je trouve ce cycle-là, il y a beaucoup de choses qui étaient, pas inenvisageables, mais, des choses qui nous ont Ouais. surprises, en tout cas. Ben Hem, ouais, entre Terra Luna, bon, on va dire que Celsius, ça encore, c'était pas trop une surprise, mais plus FTX, plus des DPEG, honnêtement, des DPEG de stablecoin comme l'USDC. Bon, même si en soi, enfin, moi en tout cas, je savais que c'était que des conneries. Tant qu'il y a du collatéral et tant qu'il y a un minimum d'audit et de transparence, techniquement, ça tient, quoi. Bon, tu as toujours quand même ce doute, hein, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas non plus confiant mmh. à 200%, sinon on aurait tous pris un gros levier sur le moins 10 et on aurait pu assurer une belle perf. Voilà, moi en tout cas, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas vendu mes stablecoins non plus, mais de là à carrément reprendre encore plus de risques, non, je n'étais pas non plus à ce niveau-là. Mais c'est plus fatigant en fait dans le sens où tu as l'impression que quand même tout repose toujours sur pas grand-chose. Voilà. Et que tout peut retomber très rapidement et qu'il n'y a pas beaucoup de garde-fous et de personnes qui vérifient au final ce qui se passe. Et c'est vrai que la transparence, pour l'instant, elle a un petit peu évolué, je pense. Et à mon avis, on n'en est pas encore là, On quoi. en est loin, hein. Euh, et c'est vrai que de tout le temps vivre d'une certaine manière avec cette Dans frayeur, l'incertitude, ça ouais. peut être Mmh. fatigant, tu vois. À force, tu es quand même fatigué de dire putain, allez, encore un stablecoin qui dépègue, je fais quoi? Encore des rumeurs sur une plateforme, tu vois. Et arrive un moment, bon, ok, c'est bien joli, mais c'est fatigant. Bah, tu ça nulle Et en part fait, ailleurs quasiment, hein, mais en non, vrai. non, mais non. Mais non, tu vois, moi sur le marché boursier, j'investis en passant par Interactive Broker. C'est une plateforme, elle a 40 ans d'existence. Personne ne se pose la question de savoir si elle va couler, tu vois. Enfin, et tu as déjà suffisamment de stress à avoir pour savoir dans quoi investir, avec quelle stratégie, savoir est-ce que je vends, est-ce que j'achète, etc. Qu'en plus de ça, il faut rajouter une couche supplémentaire de tout le temps devoir gérer des risques qu'on ne devrait même pas avoir à gérer. Entre eux, est-ce que cette plateforme-là va tenir? Est-ce que je pourrais retirer mes fonds, etc. Enfin, tu vois, et c'est ça, c'est à la longue, c'est quand même fatigant. Et plus tu as des sommes importantes en jeu, et plus tu seras emmerdé en plus après par la suite entre les plateformes fiat. On avait fait une avancée au terme des plateformes fiat, et là, on a reculé. Avec Mmh. Binance, on n'y a plus accès. Avec FTX, ils sont plus là. Tu repasses encore par Kraken aujourd'hui, mais les banques américaines, elles ont foutu leurs clients dehors. Et en fait, on est en train de reculer, tu vois. Donc, voilà, en tout cas, c'est quand même pas évident, clairement. Pour revenir un peu sur YouTube, donc tu t'es lancé quoi en 2017, 2016? Ouais, Quelque chose comme ça? non, ouais, peut-être un petit peu avant, mais c'est des vidéos que j'ai supprimées, ça. C'est des erreurs de jeunesse, c'est ça que je veux dire? Non, 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 mais juste, c'est difficile de revoir ses premières vidéos, mais il y en avait qui étaient vraiment pourries quelques années après. Je me suis dit, non, ça c'est vraiment de la merde. Ouais. Je crois que l'une de mes premières vidéos, c'était sur Genesis Mining, où j'expliquais déjà à l'époque que c'était de la merde, en fait, le cloud mining, et qu'on ferait mieux de juste acheter de l'Ether que de se faire chier à aller acheter des contrats pour miner de l'Ether, quoi, grosso modo. Donc c'est ça en tout cas mes premières vidéos, mais j'ai pas la date exacte en tête. Je pense que c'était encore 2017, peut-être début d'année. Voilà, grosso modo. Et du coup, je voulais avoir un petit peu ton œil critique sur 2 choses, à la fois ton contenu et à la fois le YouTube Game. Donc dans un sens, qu'est-ce que tu trouves que tu faisais mieux, enfin que tu fais mieux maintenant par rapport à avant en termes de vidéos? Qu'est-ce que tu aimes bien dans ton contenu? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et ma deuxième question est plus sur, la progression du YouTube Game. Qu'est-ce qui a changé et est-ce que c'est des choses qui te plaisent ou qui te plaisent moins? Bah, c'est quand même. Moi, j'essaye de faire ce que j'aime, on va dire, pour pas me donner de contraintes. Dans le sens, voilà, je fais des vidéos où je partage un petit peu mon avis sans bullshit, en disant ce que je pense, en ayant tort ou raison, peu importe. Je pense qu'il faut être transparent. Il faut dire ce qu'on pense et non pas ce que les gens veulent entendre. Ça, c'est un truc que j'ai appris au fil du temps. Ce que j'ai aussi appris, c'est qu'en fait, il faut juste en avoir rien à faire de ce que pensent la plupart des gens. Tout ce qui va être les avis de tel ou un tel ou tel commentaire, etc. En fait, D'une aujourd'hui, j'en ai communauté plus de rien à faire. crypto ou quoi que ce Ouais, soit, ouais. Non, non, c'est franchement, comme j'en quand ai plus j'avais rien à short, faire. GMT au top, je l'avais dit publiquement et cetera, voilà, on m'avait, voilà, mal parlé pour être, très poli.
Et puis derrière, le coin s'est pris à moins 95% et j'ai short le top. Donc, bon, ça arrive rarement, hein, ça s'est bien passé, mais voilà, c'était pour tu vois, c'est En général, compliqué ouais, de se mettre face à une majorité. Hein. les shorts sont toujours très mal vus parce que bah, d'une manière ou d'une autre, tous les mecs qui hold, bah, ils sont comme des cons en train de se dire ah putain, lui il est en train de shorter, moi je suis en train de hold. Et donc forcément, tu vas à l'encontre de cette personne-là pour te rassurer, quoi. Bon, ça c'est un comportement classique, hein. Mais quand t'en as pas conscience, bah, tu peux quand même prendre cher. Moi, il y a une des choses que j'ai faites, c'est que maintenant j'arrête systématiquement de vraiment donner, on va dire, mon avis de manière précise, de manière publique. Genre, je dis plus, j'ai acheté ici, j'ai vendu là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce que je me rendais compte que dans les commentaires, les gens, ils attendent à ce que je leur dise quoi faire à chaque fois, et ils veulent que je leur dise le moment à la seconde près où Ils je le veulent qu'on fais. leur sienne la main, en fait. Hein. Ça, c'est réel. Exactement. Et ensuite, tu as d'autres personnes qui vont dire oui, mais ça, c'est que des conneries, alors qu'en vrai, moi, je m'en fous, j'ai rien à prouver. Et tout ça, en fait, ça me fatiguait de devoir limite avoir à me justifier. Et puis après, tu te trompes, bien évidemment qu'on se trompe. Même parfois, on se trompe beaucoup, mais on s'en fout parce qu'en fait, nous, on sait gérer nos risques. Et ça, les gens, ils savent même pas, ils le comprennent même pas dans la plupart des cas qu'en fait, tu t'en fous d'avoir tort. Par contre, c'est un malin plaisir de beaucoup de personnes que dès que tu fais une vidéo où effectivement tu te trompes sur un scénario, ils vont prendre un malin plaisir à tout le temps te le rabâcher. Et toutes ces choses-là, eh ben, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous de tout ça. Donc maintenant, j'ai arrêté d'une certaine manière de le faire et je le fais que de manière privée. Pour des personnes qui savent ce qu'ils veulent, Qui comprennent qui ont ça. été un Ouais. minimum formés, qui le comprennent et qui savent très bien que pour gagner, il faut perdre. Voilà. Alors que sur YouTube, bah, malheureusement, il y a tellement de touristes et de mecs qui comprennent rien à rien que pour moi, c'est une perte de temps. Parce qu'en plus, tu passes du temps à faire ça. C'est ça le pire en plus. Tu Alors te oui, prends la sûrement tête. que ça aide certaines personnes, mais malheureusement, bah, il faut toujours encaisser les remarques ou les trucs comme ça. Même si tu passes pas, si tu y prêtes pas fortement attention, tu les vois quand même. Et d'une certaine manière, ça fait toujours chier, tu vois. Euh, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, ouais, non, je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt. Peut-être que je pourrais faire plus de vidéos, bien évidemment. Après, c'est juste une question de priorité et de vraiment de me dire, j'ai pas envie de me mettre de contraintes par rapport à ça, mais c'est vrai que je pourrais faire un petit effort supplémentaire par rapport à ça clairement. Donc, je pense qu'en termes d'amélioration, un peu plus de récurrence, je pense que ce serait pas mal. Mais ce que les gens ils oublient, par contre, c'est que ça demande quand même du travail. Même si moi, j'ai essayé quand même de simplifier au maximum, ça veut dire pas de montage, pas de coupure, ni quoi que ce soit, pour vraiment ne pas avoir à gérer tout ça. Mais quand même, il y a un minimum de travail sur les sujets que tu vas traiter, qu'est-ce que tu vas dire Bah grosso ouais, bien modo. sûr, c'est de la Même si moi, préparation. Ouais. j'ai pas un script, mais quand même, il y T'as a quand déjà même en au tête. moins. Ouais, Bah, ouais, ouais, c'est ça. On peut en fait, pas. ce que Ouais, les gens comprennent pas, c'est que, en fait, quand tu vas, par exemple, faire une vidéo de 40 minutes one shot, etc., bon, déjà, c'est un exercice. Après, avec l'expérience, c'est de plus en plus simple, etc. Mais surtout, qu'il faut comprendre, c'est que toute cette réflexion, c'est une réflexion que toi, tu as mûri sur des semaines de ton exact. côté, auquel tu as réfléchi, évidemment, pour faire la vidéo, mais que tu as mûri, tu vois, c'est un travail de fond. C'est des trucs, je sais pas, tu étais dans ton lit, tu y pensais, Ouais. ou tu étais devant les écrans, tu as regardé, t'as pris du recul aussi sur des news qui sortaient, ça c'est énormément de travail, mais ça les gens des fois s'en rendent pas compte. Ouais, non, mais clairement. Et puis surtout, en plus, il faut pas oublier que tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Parce que, en vrai, sur 30 à 40 minutes, quand tu n'as pas un script et tu n'es pas en train de lire un script, Tu peux vite te foirer. Hein. c'est très facile de se tromper, de faire des confusions sur des chiffres ou des conneries comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum le repréparer, voire même refaire des vidéos. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je fais une vidéo, en fait, je dis une grosse connerie à un moment. Et je me suis dit, bon, soit je fais une coupure, mais ça fait un peu trop bizarre, là, pour le coup, parce que c'est quand même un point que je voulais aborder. Et donc, bah, je l'ai recommencé, quoi. Et donc, ouais, ça prend facile 2, 3, 4 heures. Bah, mine de rien, c'est quand même pas mal, quoi, pour le coup. Donc voilà, en tout cas. Mais je pense que, par contre, moi, en tout cas, je pense être dans la bonne direction sur ce qu'il faut faire. Ça veut dire, moi, voilà, j'ai toujours refusé de faire tous les partenariats possibles et inimaginables. Déjà parce que je me dis qu'on perd forcément en liberté, parce que tu vas signer des contrats qui vont te dire que tu n'as pas le droit de dire telle ou telle chose et il faut dire telle ou Pas telle chose. forcément, ouais. Ça, je suis pas forcément d'accord, tu vois, parce que moi, je travaille avec pas mal de marques ou de protocoles ou quoi que ce soit. Et en vrai, Ouais, moi, enfin, il y a aucun moment où on m'a dit tu peux pas dire ça, ou à aucun moment dans mon contrat, genre, on m'interdit de dire des choses. Et même si on m'interdisait et que je devais le dire, je le dirais et ça me mettrait fin au contrat et c'est pas grave, tu vois. Enfin, fine, genre.
Tu vois, Ouais, ça je pense non, que mais c'est c'est plutôt, sûrement. je pense que c'est plutôt que ça peut te mettre un biais ou que ça peut t'influencer dans le sens où, bah, parce que Ouais, tu travailles à une marque, t'as pas envie d'en dire du mal ou t'as pas envie d'être trop négatif. Mais par exemple, moi, j'ai travaillé avec Binance. Là, quand il y a eu le feed Binance avec l'histoire de la France, etc., pour moi, c'était même pas une question. Moi, j'ai retiré mes fonds et bonne chance, tu vois. Donc, oui, bien sûr. et ça, j'en ai Ouais, non, parlé, c'est tu vrai. vois. Même si j'ai travaillé avec Binance, mais je comprends ce que ça peut amener dans ce sens-là. C'est peut-être plus effectivement, en fait, c'est que tu as plus raison, c'est plus le biais, voire même limite l'autocensure. C'est implicite, ouais. Ouais, effectivement. Donc bon, en vrai, moi, puis en plus, voilà, moi, j'ai jamais vraiment voulu dépendre de cette activité-là non plus. Donc c'est aussi pour ça. Mais après, oui, sûrement que c'est quand même possible, et même j'ai envie de dire encore heureusement. Après, en vrai, faire ça avec Binance, j'ai envie de dire que ça pose pas trop de questions, en vrai. Ah Euh, bah, voilà. faire ça avec FTX, ça posait pas trop de Non questions non plus, plus. hein. Ça en posait pas non plus, c'est vrai. Mais je veux dire, il y en a qui le font avec d'autres trucs beaucoup plus shitty, quoi. Mm. Où là, c'est un peu plus flagrant, quoi. Euh, En fait, ouais, de quelle manière est-ce qu'il a évolué, j'ai envie de dire, le YouTube game, on va l'appeler comme ça. Bah, déjà, aujourd'hui, il a énormément grossi, qu'on se le cache pas. Il y a énormément de personnes qui sont présentes. Et je dois même avouer que même le bear market n'a pas fait un gros ménage. Ouais, je suis choqué de ça. Je pensais que ça allait Alors peut-être que, bouger, décourager, mais effectivement, alors je pense que certains, justement, ont quand même dû gagner beaucoup plus d'argent qu'en 2018, parce que quand on se le cache pas, en 2018-2019, sur YouTube, tu gagnais quand même pas grand-chose. Ok, on aurait pu gagner un petit peu, mais l'affiliation n'était pas autant répandue. En tout cas, je pense pas que vraiment, en termes de revenus, ce soit vraiment comparable. Je pense que là, à mon avis, je pense que les grosses chaînes ont quand même dû gagner des très très gros tickets, même des vidéos sponsorisées ou des conneries comme ça. J'imagine même pas les tickets que bah, en ça a fait, dû. le problème, c'est que le premier charlatan qui arrive et qui trace trois traits sur son graphique et qui lit les news sur Twitter, Ouais, il fait un minimum de 1000 vues ou 2000 vues par vidéo. Il va réussir à faire du sponsor et probablement gagner entre 3 et 10 000 euros par exact. mois, tu vois. C'est ça le Donc, truc. ce qui fait que, bah, en fait, moi c'est un peu ça qui me dérange. Mais après, c'est facile de dire ça avec ma position où, bah, tu vois, j'ai quand même déjà une audience, j'ai déjà, entre Mhm. guillemets, build pas mal de trucs, etc. Donc, je suis dans une position où c'est facile pour moi de critiquer, donc je peux comprendre que c'est pas évident pour tout le monde. Mais Ouais, c'est tu clair. vois, pour moi, ça amène des comportements où les gens sont moins passionnés et c'est plus en mode, bon, bah, genre, je fais un truc, bon, c'est ok, je gagne de l'argent, vas-y, ok, c'est mon nouveau Ouais, job, c'est sans ça, ça a vraiment été, de passion derrière. Moi, ça me fait un peu chier, mais après, faut ça vivre a avec. été, ouais. Je pense que ça a été beaucoup plus professionnalisé dans le sens où maintenant les gens vivent uniquement grâce à YouTube. Même moi, je suspecte énormément de personnes de ne même pas réellement investir en fait dans ce marché et de juste être là pour gratter du sponsoring, des tokens qui vont être vendus après. Mais ça, par contre, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est que les gens, pour moi, ils font les choses à l'envers. Ça veut dire ils lancent une chaîne YouTube alors qu'ils n'ont pas de connaissances. Chose que moi, je n'ai Ouais, pas ça me faite. rend fou. Pour moi, la Ça, c'est légitimité, incroyable, la effectivement. crédibilité, c'est hyper important. C'est parce que ce que tu vas partager, c'est ce de quoi les gens vont s'imbiber, en fait. Donc, si tu dis des conneries et que les gens s'imbibent de conneries, tu as aussi une sorte de responsabilité dans cette chose-là. Et tu vois, il Ouais, y a des gens clairement. moi, je peux comprendre qu'ils aient cette approche-là. Mais il y a des gens qui sont en mode, OK, moi, je partage mon aventure, on partage ensemble, etc. OK, tant que c'est transparent, fine. Mais moi, je trouve que voilà, si tu veux faire du contenu et partager des choses aux gens, vaut mieux essayer d'apporter des choses qui font progresser les gens, qui leur apportent de la valeur, plutôt que Ouais. de les prendre un peu Après, pour des ouais, cons parfois. je pense que, en fait, pour moi, le gros du problème, c'est qu'on parle d'argent, tu vois. Quand tu as une personne qui dit, vas-y, je pars faire un voyage, je partage mon aventure, bon, ça impacte personne, ça. Même si le mec, il s'y connaît rien là-dedans, en fait, on s'en branle. Mais quand on parle d'argent, un mec qui n'y pipe rien, pour moi, il devrait pas avoir son mot à dire. En fait, il devrait juste apprendre. Parce que il ne peut que partager de la merde. Je veux dire, on est tous passés par là. Les premières années, Tu fais que des erreurs. honnêtement, on fait que des erreurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là va entraîner d'autres personnes qui auraient peut-être pu faire mieux en suivant d'autres personnes qui, eux, ont déjà appris. Euh, Sous prétexte de quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent une communauté, ils veulent se sentir pas tout seul, je sais pas. Moi, tu vois, entre le moment où j'ai lu mes premiers livres sur le Bitcoin, Bitcoin, bon, les livres de Andreas Antonopoulos, là, plus quand j'ai commencé à investir, plus quand j'ai subi la phase de bull market, c'est après que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on fait d'abord des vidéos pour monétiser et on va Ouais. utiliser ensuite l'argent.
pour peut-être investir. Et encore, c'est même pas sûr. Parce que je te dis, moi, j'ai vraiment des gros doutes parfois sur le fait de savoir ce que font les gens. Et donc, tout ça, pour moi, c'est pas de la plus-value, en fait. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Et pour le trading, c'est pareil. En fait, moi, je le dis souvent, mais après, voilà, mais je dis toujours que les vrais traders, on les voit quasiment pas, en fait, sur YouTube. En fait, dans la plupart des cas, c'est juste des mecs qui font des analyses techniques. Ils savent pas cliquer sur un bouton. Et les gens, ils pensent que ces personnes-là tradent. Et non. Et en fait, faire une analyse technique, ça en tant que tel, si on sait, nous, on sait ce que c'est que le trading, on te donne une AT, mais en fait, tu peux te faire tout et n'importe quoi avec. Absolument tout et n'importe quoi, en fait. Une AT, c'est juste une analyse, basta. Le plus important, c'est pas ça. C'est ce C'est que le tu vas faire après. positionnement. Ah oui. Et en fait, les gens, ils sont obsédés par l'analyse technique. Mais ils comprennent pas, en fait, que le trading, c'est pas ça. Il y a même des mecs qui tradent, ils ont même limite aucun indicateur. Tu vois. Moi, je trade quasiment avec aucun indicateur. Enfin, je trade uniquement price action, mes FIBO. Je regarde un Oui. petit peu où sont les zones de demande, les chasses les chasses de stop, les prises de liquidité. Je vais parfois utiliser des EMA pour m'aider à avoir un contexte, des repères, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, Donc ouais, après, mais c'est ça. je dis pas que c'est la manière ultime de trader, tu vois. Chacun trouve son bonheur à sa Ah oui, façon, non, clairement. etc. Et ça, il faut le comprendre aussi, tu vois, parce que par exemple, moi, Ishimoku, c'est pas mon délire, ça pollue mon écran, etc. Mais s'il y a des gens qui arrivent à trouver un moyen d'être rentable avec ça, ce qui est possible, bah tant mieux, tu vois. Non, ouais, Enfin, non. Je ça, pense il que faut le tous les comprendre. moyens, à mon avis, je pense que tous les moyens fonctionnent, que ce soit Ishimoku, les vagues d'Elliott, tous ces trucs-là, en fait, en vrai, moi qui parle avec pas mal de traders, à chaque fois, quand on se partage des niveaux ou des trucs comme ça, peu importe l'outil, on est toujours sur Ça le même revient au truc même. parce que, Ouais. bah oui, en fait, donc c'est pour ça, en fait, que regarder 15 000 analyses techniques différentes, en vrai, ça sert à rien. Même c'est encore, même je pense que c'est néfaste. Mais c'est juste cette compréhension que le trader, voilà, c'est pas le mec qui va faire une analyse sur YouTube. Euh, et après, l'autre problème aussi, c'est que le trader, il va pas se mouiller non plus sur YouTube pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. C'est que s'il commence à dire je fais ci, je fais ça, il y aura les trois quarts des mecs qui vont regarder, ils savent même pas ce que c'est que faire du trading, et ils vont commencer à le faire chier. Ah, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu shortes là, ah mais Bah, tiens, tu t'es pris une perte, tu vois. Et bah, donc, moi, je me mouille, mais on me fait chier. ben voilà. Ouais, Moi, mais ça, c'est le problème, et ouais. c'est pour ça que dans la plupart des cas, les gens, ils arrêtent de le faire. Ouais, non, mais moi, en vrai, je peux comprendre pour les gens qui arrêtent de le faire. Moi, par exemple, je partage mes trades depuis un an à peu près, enfin 8-10 mois, en prenant un référentiel de 1 R égale 1% de capital pour moi, je suis à quelque chose de comme plus 77 ou plus 80 R actuellement sur ce que j'ai partagé, ce Ouais, qui c'est pas est mal. énorme en bear market en vrai. Et malgré ça, il y a des mecs qui sont venus me casser les couilles, quoi. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense que les gens ont compris. Il n'y a plus trop de gens qui viennent me casser les couilles. Les gens viennent souvent me casser les couilles en bear market quand ils perdent de l'argent, qu'ils sont frustrés et qu'ils Exact. essaient de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et, mais maintenant qu'on a rebondi et qu'on est à 30 000 $, là, tout va bien. Il n'y a pas de souci, là. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, ouais, donc je pense que ça, il faut juste en avoir conscience, quoi. Et en avoir conscience que les grosses chaînes, ils prennent des énormes tickets sur des vidéos sponsorisées Les gens ne se rendent ou pas sur des compte. partenariats d'affiliation, surtout genre Crypto.com. Tu vois, à un moment, ils avaient acheté pratiquement une grosse partie du YouTube game. Je crois même que limite, c'était carrément payé. Hein. Chaque mois, ils avaient un salaire. Hein. Et justement, ils ont un salaire en mode, tiens, voilà, donc il faut poster tant de fois sur Twitter, tant de tweets, etc. Et ça bassine à tout va. Et il faut quand même comprendre qu'il y a un intérêt purement financier derrière. Voilà. Donc, je pense que les gens je pense qu'ils doivent quand même commencer un petit peu à comprendre, mais ouais, il faut Après, comprendre moi, toute j'aimerais l'économie qu'il y a autour, quoi. juste nuancer dans un sens où, tu vois, moi, par exemple, moi, je partage tout gratuitement et je suis en mode, au lieu de faire payer les gens une formation, etc., ce qui peut être aussi très bien, hein, je suis pas dans une dynamique où les formations payantes et tout, c'est mauvais, mais je suis plutôt dans une dynamique où j'ai envie de garder tout gratuit et que justement, les sponsors financent ce contenu gratuit-là. Et c'est un peu ce que je vois, par exemple, sur des personnes que moi, j'admire. Par exemple, si tu regardes CryptoCred et CryptoDonald, peut-être que tu connais, qui sont des Non, mecs je du connais pas. CTUS qui sont vraiment top tier, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce que tu peux faire de mieux quasiment. Tu vois, eux, ils sont aussi dans cette même philosophie, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ils n'ont pas fait de sponsor, et le peu de fois où ils ont fait du sponsor, c'était juste, bah, juste nous, on fait du contenu, genre c'est gratuit, c'est hyper quali, les mecs gagnent très bien leur vie, mais genre le sponsor, ça permet de financer genre des trucs cool tout en gardant tout gratuit, tu vois. Donc pour moi, Non, non, ce bien qui sûr. compte, Hein. c'est pas le sponsor lui-même, c'est la crédibilité, la légitimité et la transparence dans le travail que les gens peuvent partager et le track record.
parce que c'est trop facile de s'inventer une vie et de ne rien partager. C'est quand tu partages vraiment et que tu prends des risques que là, les gens sont capables de juger, tu vois. Et il y a aussi Ouais, du c'est bon et vrai. du mauvais dans ça. Tu vois, moi, par exemple, sur 8 mois ou 8-9 mois, un truc comme ça, j'ai une perf qui est extrêmement positive. Mais ça Mhm. m'empêche pas de me prendre des stop-loss, des fois de me prendre des séries de pertes, etc. C'est juste que De toute j'arrive à façon, chaque c'est fois à obligé, bien hein. calibrer mes setups et ce que j'arrive à en tirer, quoi. Donc, Non, mais clairement. Non, non, mais par rapport au sponsoring, tu as raison, hein. Même moi, j'ai un lien Binance qui traîne. En fait, moi, tout ce que je me sers, voilà, je sais que sans aucun complexe, je partage. Ça ne nous coûte absolument rien. Au contraire, ça peut juste nous rapporter en plus. Donc, pourquoi s'en priver, effectivement? Dans ce contexte-là, c'est vrai que ça, non, non, ça a clairement du sens. Mais voilà, je pense qu'il faut juste trouver les limites et pas se faire, et pas se faire aveugler par l'argent bien sûr. pour le coup, et commencer à chiller parce que des grosses chaînes, sans les citer, qui ont passé leur temps à chiller des shitcoins, voilà, il y en a pour le coup. Euh, Pour revenir et ça, sur c'est les malheureux. formations payantes, peut-être, quelle est ton opinion un peu sur les formations payantes et ce qui se fait? Pour toi, Bah, qu'est-ce qu'une bonne formation payante, par exemple? déjà, une bonne formation, c'est quelqu'un qui fait une formation en ayant déjà une expérience, tu vois. De nouveau, c'est comme pour la même manière que faire une chaîne. Je vois des mecs, honnêtement, ils font des formations, j'ai même pas l'impression que ça fait un an qu'ils sont là-dedans, quoi. Donc j'aimerais savoir, en fait, ils font une formation sur quoi. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ben, pour moi, non, le plus important, c'est la qualité de la formation et le message derrière, quoi. Déjà, les formations à 2 balles qui vont te dire que tu vas être trader en 3 semaines, bon, ça, c'est que des conneries. Et le problème des formations, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir utilisé un marketing à 2 balles, vendeurs de rêves, qui vont te vendre des trucs irréalisables juste pour attirer des gens et pour faire de la vente. Après, dans le Et CTFR, ça moi, existe moins, ça, en ce moment, je trouve. Peut-être, non? peut-être je sais pas en ce moment honnêtement, mais en tout cas j'ai vu quand même des trucs un peu borderline parfois sur la communauté française où on te vend des promesses à 2 balles, on sait qu'ils sont pas tenables, Ou et on te je voit un pense qu'il faut indicateur, sinon. trouver. En gros, ouais c'est ça, ouais, on te vend un indicateur miracle ou des conneries comme ça. Et même sur les algos de trading, hein, il y a eu énormément en fait, pour moi, il y a énormément de mecs incompétents pour en avoir testé quand même pas mal, au final, qui ont fait plein de trucs et qui ont fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'expérience de le faire, donc ils ont fait des trucs, mais en fait, faire un algo, c'est pas juste en prendre une moyenne mobile et on achète et on vend. Alors qu'au final, je me suis rendu compte que parfois, c'était un peu ça. Et donc, c'est ça un petit peu le problème. Mais parce que tu as une formation, il faut trouver un juste milieu entre, OK, est-ce que je veux absolument vendre à tout le monde ou est-ce que je veux la vendre correctement sans avoir trop de promesses irréalisables pour le coup et en sachant quel est ton public. Parce que moi, je me suis toujours positionné sur un public de personnes qui avaient déjà un peu les moyens. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, ça m'intéresse pas de vendre des formations à des personnes qui ont à peine 1000 balles à investir. En vrai, ça n'a pas de sens pour moi parce que on va pas cramer 20, 30, 40% de son capital pour se former. Honnêtement, il faut d'abord commencer à monter en compétences en gagnant du capital. Et de toute façon, si tu as 1000 balles, honnêtement, en vrai, tu ne pourras pas faire grand-chose, quoi. Qu'on ne se le cache pas, quoi. Donc déjà, il faut réussir à trouver comment faire pour augmenter ses sources de revenus. Donc moi, voilà, si on me dit, voilà, j'ai 5000 euros à investir, est-ce que c'est intéressant d'acheter une formation à 1000 balles? Bah non, tu vois. Enfin, fais le calcul, ça paraît. Je ne peux pas te vendre une promesse en mode, tiens, fais la formation et c'est bon. Et tes 4000 euros restants, tu es certain que tu vas réussir à les rentabiliser. Après, Bah parfois, non, parce qu'en fait, c'est peut-être mieux de mettre 20, entre 10 et 20% de ce capital-là dans une formation plutôt que d'acheter du Shiba Inu et de se brûler les ailes aussi. En fait, le problème, c'est que les formations sont rarement suivies. Et donc, Ah, je sais indirectement qu'il y a peu de chances pour que la personne y arrive vraiment. Et donc, moi, je le disais directement, en fait, prends du Bitcoin et de l'Ether et te fais pas chier, en fait. Et par contre, de l'autre côté, essaye de voir comment tu peux augmenter tes sources de revenus. Parce qu'en réalité, c'est pas en investissant peu que tu vas réussir à gagner beaucoup. En tout cas, sauf si tu rentres vraiment sur des bons moments et que tu prends du risque sur quelques alts, oui, là ça peut clairement payer. Mais sinon, si tu veux vraiment assurer les choses, ça va devenir de plus en plus compliqué en plus de mon sens. Mais en plus, l'autre gros problème, c'est que les formations sont rarement vues, ou alors elles sont vues rapidement. Une fois de plus, parce que même moi, qui n'ai pas du tout de marketing aguicheur ou vraiment agressif, je fais pas de fausses promesses ni rien,
il y a quand même beaucoup de personnes qui vont toujours croire que c'est de la facilité, de juste prendre ça et ça va être facile. Et en fait, non. Dans la réalité, ben, malheureusement pour eux, non, c'est pas simple. Et donc, ça me fait chier, limite, de savoir qu'un mec qui a quasiment pas de thunes, il va cramer 100 pognon pour pas grand-chose, quoi. Après, ça, c'est juste mon point de vue personnel pour être tranquille avec moi-même, hein. Je peux aussi comprendre que quand tu te fais chier à faire une formation durant des mois, tu as envie de la vendre à un maximum de gens. Je peux aussi comprendre ça. Mais après, ça, il faut juste être en accord avec soi-même. Et après, il n'y en a pas beaucoup hein, sur le YouTube FR, hein, des personnes qui le font. En tout cas, j'en ai pas connaissance de beaucoup. Je pense que c'était surtout la mode avant et qu'il y a eu tellement de clash et de backlash que peut-être. C'est un petit peu moins fréquent. Je pense que les gens se disent pourquoi j'irais vendre une formation qui va me prendre 3 mois à préparer et du temps et de l'énergie, alors que je peux juste faire du sponsor. En vrai. Je pense que c'est la réflexion en tout cas. Ah oui, non, le truc le plus efficient, c'est clairement de faire du sponsoring parce que ça demande pas de temps. Enfin, juste de faire des vidéos, mais basta. Alors qu'en vrai, faire une vraie formation, en vrai, c'est 2 à 3 mois. Enfin, nettement. Le tournage, les scripts, trouver les bonnes personnes si jamais tu veux compléter un petit peu et tout, c'est. Ah ouais, non, c'est du 2-3 mois de boulot. C'est 2-3 mois de boulot et après, il faut être capable en plus de la vendre. Donc, et tu as le service client derrière. Il faut assumer les retours des gens, répondre à leurs questions, etc. Moi, personnellement, je fais pas de formation actuellement parce que, tu vois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur dans certains cas, déjà. Enfin, je suis en mode, moi, je fais des choses, ça marche bien, je partage ce que je fais, mais de là à expliquer des notions avancées et de dire c'est de cette manière qu'il faut faire et pas d'une autre, enfin, plus ou moins, ça, c'est pas trop dans mon délire. Et aussi, au-delà de ça, moi, j'aime ma liberté, c'est-à-dire que tu vois, autant je partage gratuitement ce que je fais, autant je partage mes trades, autant je mets beaucoup de messages sur ce que je fais dans le Discord, je réponds aux gens, etc. Mais je le fais par plaisir, c'est-à-dire que demain, si je pars 2 mois aux Bahamas, ou peu importe où, hein, Bahamas c'était plutôt SBF, donc on va éviter, mais tu vois, je peux le faire et globalement, personne ne va rien me reprocher. Tu vois. Enfin, en tout cas, s'il me reproche quelque chose, je m'en fous. Donc, mais ça c'est vrai, oui. C'est une question de liberté. Moi, c'est vrai que j'ai un minimum d'engagement, tu vois, parce que voilà, moi j'ai une formation, mais j'ai pas que ça. J'ai un groupe Discord privé, il y a des conférences chaque 2 semaines. Bon, ben, les conférences chaque 2 semaines, pour le coup, il faut s'y tenir, quoi. Donc c'est sûr que c'est difficile de partir, en tout cas de partir en étant déconnecté. Après, je pars en vacances, hein, pour le coup, je pars en septembre durant presque un mois. Mais il faut s'organiser un minimum. C'est vrai que c'est un minimum d'engagement pour le coup pour que ça soit fait de manière sérieuse, quoi, tout simplement. Et que ça reste en vie en plus. Parce que c'est vrai que le nombre de fois on te vend des groupes privés, mais en fait, c'est complètement mort, tu n'as aucune activité. Pareil, donc ça, il faut l'entretenir. C'est difficile de fédérer une communauté active, notamment en trading et en investissement. De garder les gens motivés, peu importe la période. Il y a un gros turnover, hein, comme souvent, parce que voilà, on vient pour beaucoup de choses et on se rend compte que le chemin va être tellement long que très souvent, il y en a beaucoup qui partent. Mais en tout cas, moi, j'y arrive quand même. On a quand même encore un groupe qui est assez actif, qui est moins actif que le market, c'est normal. Et de toute façon, il faut, d'une certaine manière. Ça sert à rien de trop mettre d'énergie dans des stratégies quand c'est pas encore le bon moment vraiment de les mettre d'en récolter les fruits. Si on fait de l'investissement ou des trucs dans ce type-là, c'est pas aujourd'hui que tu vas vraiment espérer grand-chose. Donc forcément, il y a moins d'activité. Mais en tout cas, il y en a quand même. Et ça, c'est parce que je mets toujours du mien, je reste toujours présent. Et je pense que c'est ça, au final, le plus important, quoi. Et puis après, c'est aussi de la réussite, quoi. Et mine de rien, il y a aussi de la réussite. Parce que moi, au final, il y a pas mal de personnes qui ont fait mes formations, qui maintenant sont à Maurice, pour le coup, et qui ont bien réussi à gérer la phase de bull market de 2020-2021. Et c'est aussi ça qui, de mon point de vue, est le plus important. C'est que mine de rien, c'est bien joli de vendre des trucs. Au final, ça peut vraiment quand même, on va dire, changer des vies. Alors après, je m'en sers pas du tout comme marketing parce qu'une fois de plus, c'est une minorité de personnes parmi les centaines et centaines et centaines de personnes qui ont peut-être suivi ce que j'ai pu faire. Mais en tout cas, c'est quand même gratifiant de se dire que tout ce travail n'a pas été fait non plus pour rien ou juste pour vendre. Il faut quand même une partie de plaisir autre que juste faire des ventes. En tout cas, c'est pareil, ça c'est comme mon avis, quoi. Je voulais un peu plus aborder tes investissements et ta gestion de folio. Concrètement, comment tu gères ton folio et surtout, comment
as-tu réussi à progresser dans ta manière d'investir ou même de trader d'une certaine manière sur ces Ouais. dernières années? Alors, déjà sur les cryptos, j'ai toujours essayé de tout simplifier au maximum parce que pour moi, en fait, j'ai trouvé que ça contre-productif de trop s'éparpiller dans ce marché. Encore une fois, en 2020, on l'a vu, en fait, il suffisait limite de se mettre sur BTC, ETH et quelques alts pour aller faire une très très belle performance sans avoir à s'emmerder, à aller toujours sur les nouveaux projets DeFi ou les nouveaux protocoles DeFi pour aller faire du farming, tout ce que tu veux. Au final, tu passais ton temps sur ton ledger à faire des transactions, etc. et à récolter chaque jour les rewards pour les réinvestir et toutes ces conneries-là. Au final, en ayant fait un petit peu, en ayant pesé le pour et le contre, bon, mais entre ce que j'ai perdu dans les scams, parce que tu passes ton temps à tout surveiller, versus juste faire ma petite stratégie avec un petit indice, par exemple, BTC, ETH, et tu prends le top 5 en virant les shitcoins, par exemple, ou un top 10, et ben en fait, en termes de perf, honnêtement, et de temps passé, je veux dire que vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Donc moi, j'ai tout simplifié maximum. Aujourd'hui, j'ai deux principales stratégies sur les cryptos. J'ai une stratégie que j'appelle du hold actif, parce que moi, je ne suis pas du tout un grand défenseur du hold pur et dur. J'estime que les marchés sont trop volatiles et trop cycliques pour juste holder. Et donc, c'est plus une stratégie sur un petit indice. Mais pareil, c'est pas juste un top 10 classique. Moi, je vire les merdes, tu vois. Donc, ce que j'estime merde, j'ai pas forcément envie de les citer parce que sinon, ça va faire Frustrer réagir un peu certains. trop de gens. Mais en tout cas, dans le top 10, il y a beaucoup de merde. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher bien plus loin pour en trouver. Donc, un petit indice amélioré avec des trucs qui ont des vrais fondamentaux qui sont vraiment utilisés pour le coup. Et ensuite, en fonction des cycles et de la tendance, avec plus ou moins de risques, tout simplement. Et le risque est défini par la pondération. Voilà. Entre l'indice et du stablecoin, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie plutôt basique sur du swing vraiment de long terme, mais qui accepte quand même une certaine volatilité. Tu peux quand même te prendre des baisses de 15-20%, même si le but, c'est pas de pouvoir se prendre du 30 ou du 40, comme ça peut être le cas sur des alts en mode hold. Et ensuite, du trading un petit peu plus actif, mais ça, par contre, je ne suis pas constant là-dessus. Je le fais vraiment quand j'ai du temps et que j'ai pas d'autres projets qui me prennent du temps, parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour le coup de trader. Et donc ça, je le fais avec un petit portefeuille, avec un petit effet de levier, mais un effet de levier qui est juste là, comme je te le disais tout à l'heure en off, qui a pour but de ne pas exposer tout mon capital sur une plateforme. Voilà. Donc je sais pas, je prends un chiffre au pif, tu as 100 000 balles de capital de trading, tu mets que 20K sur Binance en USDT, qui est soumis à un risque double de la plateforme et du stablecoin. Tu prends un levier 5, honnêtement, tu es très confortable là-dessus si tu sais correctement gérer tes risques. Et les 80 000 balles restants, tu les places. Moi, je les place sur autre chose que la crypto, par exemple. Tu les fous sur une obligation ou une connerie qui te rémunère à 4 ou 5% par an. Et au moins, tu sais que là, voilà, tu sais ton risque, il est de 20%. Au maximum du possible, même si tout se casse la gueule dans l'écosystème. Donc voilà un petit peu en tout cas ce que je fais. Après, j'ai un petit peu de hold sur du BTC, ETH et quelques shitcoins que j'ai investi sur des ICO pour le coup, que je vends pas, mais je m'en fous complètement. Moi, je pars du principe que tout ce que je hold vraiment, c'est vraiment que je m'en fous au plus haut point. Donc, je ne regarde même pas ce qui se passe dessus. Peut-être que si un jour ça explose, tant mieux. Mais sinon, honnêtement, je m'en fous royalement. Mais par contre, j'ai que du BTC ETH en hold vraiment sur du long terme. Mais ça, c'est plus du symbolique, franchement. Ça veut dire que le plus gros du capital, il est soit géré avec la stratégie que je t'ai dit au début, soit plus sur du trading un petit peu plus actif pour le coup. C'est ça qui compose le plus gros de l'investissement dans les crypto-monnaies, qui aujourd'hui est à peu près, ça varie, hein, mais entre 10 et 15% de mon patrimoine global. À Donc savoir que c'est tout petit maintenant. Ouais. j'ai commencé à 100%. Jusqu'en 2020, j'étais quasiment à 100%. 2020-2021. Et en fait, quand il a commencé, quand il y a eu les débuts du signal de retournement, c'était plutôt clair après la deuxième vague de hausse, puis de À nouveau un 60K, ATH. ouais. Là, ça commençait quand même à sentir un peu mauvais. Et puis en plus, tu avais les conneries
à la Terra Luna, il y a la Celsius qui commençait à arriver, en tout cas notamment sur Celsius où je commençais à être un peu fébrile au niveau de la CeFi. Donc je me suis dit, vas-y, parce qu'à un moment, j'étais hyper exposé. Hein, j'en avais partout sur Celsius, sur FTX, sur tous les trucs qui te généraient du rendement, sur Nexo, enfin, bref, sur tous ces trucs-là. Et dès qu'il y a eu Terra Luna, j'ai vraiment tout coupé. J'ai tout sorti. Là, j'ai commencé à me diversifier massivement sur la finance traditionnelle, mais sans investir dans le marché action, parce que pour moi, il était beaucoup trop haut pour le coup. Mais j'ai commencé à développer une stratégie avec de l'obligataire, parce que je me suis dit, putain, les taux vont commencer à bien monter. Donc techniquement, on devait avoir une fenêtre qu'on n'a pas eu depuis très longtemps sur le marché obligataire. Sur l'or, j'étais déjà investi, donc j'ai continué encore à mettre des positions. Donc en gros, j'ai un portefeuille de type, on va dire, plutôt bon père de famille. Là le but, c'est d'avoir un portefeuille qui va vraiment croître dans le temps, plutôt pépère, avec une partie action ETF, il y a un peu de stock picking pour m'amuser, du gold, entre 10 et 20%, pas non plus trop, ça sert à rien, de l'obligataire, pour le coup, et c'est à peu près tout, en tout cas, sur ce portefeuille-là. Voilà. Et ensuite, de l'immobilier. De l'immobilier pour le coup, pareil, j'ai acheté une résidence principale parce que je me suis dit c'est bien joli de louer, mais arrivé à un moment, j'en ai ras le cul d'enrichir des propriétaires. Donc pour le coup, j'ai le capital, donc autant m'en servir de nouveau pour cash out et pour acheter un bien qui lui, je sais, va pas disparaître demain. Et ça, c'est une assurance. Voilà. Moi, je me dis que demain, je me fais rincer de tous les côtés. Mais au final, je m'en fous parce que j'ai pas de dette. Et pour le coup, voilà, j'ai toujours un toit et j'ai vraiment d'autres types d'actifs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc l'immobilier, pareil, j'ai pas mal de projets en cours, mais j'attends que les taux soient au plafond pour le coup, pour voir un petit peu comment l'économie va réagir. Et à partir de l'année prochaine, je me dis qu'on commence à être pas trop mal pour investir. Je me suis diversifié pareil dans le vin, j'ai commencé à acheter une cave. Pareil pour placer. De nouveau, moi, je vois les cryptos comme du rendement, ce qui va générer le plus de rendement. Et ensuite, pour moi, c'est systématiquement, dès que j'ai un excès de plus-value, on déverse ailleurs, sur des actifs qui sont beaucoup moins risqués. Et tant que les cryptos nous permettent de dégager une rentabilité intéressante, je continuerai. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'estime que juste en mettant 10 à 15%, ça rémunère tellement que ça me permettra juste à chaque fois de pouvoir faire croître tranquillement le capital. C'est sûr que je pourrais être un petit peu plus gourmand et mettre beaucoup plus dans les cryptos pour me dire je veux beaucoup plus. Mais dans la situation dans laquelle je me situe aujourd'hui, je suis déjà confortable et j'ai pas comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas vraiment cette envie de prendre énormément de risques, tu vois. Et j'estime qu'en vrai déjà 10 à 15% dans les cryptos, en vrai c'est déjà pas mal. Prends du recul, tu vois, dans un portefeuille global, en général, tu n'es pas censé avoir une très grosse partie sur les actifs les plus risqués. Et sachant que je considère les actions comme pas vraiment risquées par rapport aux cryptos. Donc voilà, en tout cas, c'est ma vision des choses. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette approche, notamment au niveau macro? Comment tu t'y es intéressé? À quel moment tu t'y es intéressé? Est-ce que c'est ce qui a drastiquement changé ta manière de gérer ton folio? Ou est-ce que day one, dès que tu étais dans la crypto, tu étais déjà autant dans la macro, Non. quoi? En fait, c'est au crack du Covid où j'ai commencé. En fait, non, même pas. Ouais, non, si, c'était durant les confinements. Donc, durant les confinements et qu'il y a eu le crack Covid, je me suis dit, tiens, le marché se fait déglinguer, il y a peut-être un coup à jouer. Mais au lieu de juste acheter tout bêtement, en fait, j'ai pris le temps de vraiment me former. J'ai acheté plein de bouquins. J'ai acheté justement une formation. Et j'ai bouffé durant des mois et des mois en fait des bouquins de finance tradi et des trucs dans ce type-là. Donc j'ai vu un petit peu tout ce qui pouvait se faire entre le stock picking, les small caps, la gestion indicielle par les ETF et les trucs dans ce type-là. Et au final, voilà, j'en suis arrivé à la conclusion personnelle qui est que pour moi, les ETF, c'est la meilleure des solutions. Dans la stratégie que j'ai envie de mettre en place, ça veut dire vraiment passive. Pas avoir à me prendre la tête de savoir, moi je suis actif dans les cryptos, je pars du principe qu'on ne peut pas être actif partout. Donc ça veut dire que tu auras forcément des investissements qui vont être beaucoup plus passifs. Et donc pour moi en tout cas, c'est le meilleur compromis
pour protéger l'argent d'une certaine manière en étant sur des actifs différents que du cash. Enfin, c'est pas un actif, mais sur de la dette, par exemple, ou d'autres types de placements qui rapportent rien. Au moins, là, je me dis que ça peut rapporter, mais le point d'entrée reste important. Et c'est pour ça que pour l'instant, je rentre tranquillement dans le marché. Mais je suis pas encore du tout full exposé pour le coup dans ce marché pour l'instant. Mais c'est vraiment à ce moment-là, durant le Covid, et ensuite, quand j'ai commencé à vraiment sortir beaucoup d'argent des cryptos, bah là, je me suis dit vraiment, j'accélère. Et puis FTX a été un élément encore plus déclencheur. J'ai sorti tout l'argent de FTX, mais pas en mode pour le foot sur une autre plateforme, tu vois, parce qu'au moment, à ce moment-là, on se disait, bon, bah, en fait, si FTX tombe, en fait, on ne sait pas trop. Donc moi, Ouais. j'ai tout cash out parce que j'ai pas cette problématique fiscale comme certains peuvent avoir. Moi, je peux tout sortir en fiat, je ne suis pas imposé pour le coup. Et après, j'avais beaucoup de cash. Je me suis dit, bon, ben, je fais quoi? Je le réinvestis dans les cryptos ou pas? Et puis au final, j'ai décidé que, en grande partie, non, pour le coup. Donc voilà. En tout cas, la réflexion. Et puis après, en vrai, il n'y a pas 10 000 classes d'actifs. Donc il y aura aussi le private equity, mais j'en suis pas. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Pour moi, le risk-reward n'est pas intéressant. Par C'est pas rapport à ce assez qu'on peut liquide pour toi, même. C'est ça que tu veux dire. tu bloques ton capital durant 10 ans dans un espoir de faire un x2 ou un x3. En gros, c'est ça. Ouais. Sur les Ça principaux dépend fonds. quelle boîte, mais ouais. Ah si, ils te vendent tous à peu près ça. Hein. Ils te vendent pas plus. Après, certains vont faire plus. Mais quand tu comprends un petit peu le business derrière, ben, je me dis franchement, si tu bloques 10 ans pour au final faire un x2, je suis désolé, mais ça sert à rien. Mais surtout, c'est l'aspect liquidité qui me posait problème, mais surtout aussi le timing. Parce qu'il y a un an ou deux, pour moi, le timing a été pourri. Je me disais, mais tout le monde investit là-dedans. Pour moi, le marché boursier, il va quasiment plus rien donner. Donc, je me suis dit, tout est trop cher, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout investi. Pourtant, j'avais eu pas mal d'opportunités. Et même dans les cryptos, hein, il y avait des fonds comme Pantera, etc., qui levaient des fonds à un moment. Justement, ils ont levé leurs fonds, ils ont levé 1 milliard, je crois, durant la fin du bull run. Mais en fait, au niveau timing, c'était exécrable. Alors après, ils investissent pas tout de suite. Et heureusement, j'ai envie de dire, c'est étalé sur plusieurs années. Mais en fait, rien que le fait de me dire non, le capital va être bloqué sur 5 ans minimum, mais l'objectif, c'est 10 ans. Franchement, Bah, sur c'est les cryptos, difficile de se tu vas sortir. projeter, ça bouge tellement, c'est dur. Ah non, mais et puis vraiment, je trouvais que le rendement était pas ouf, franchement. Et quand bien même on te vend un x5 ou un x10, je suis désolé, mais dans les cryptos en 10 ans, faire un x10, c'est pas surhumain, tu vois. Enfin, Je, ça se tente. je voulais aborder un autre point qui est celui de la psychologie, du mental. Comment toi, tu as réussi à te forger une bonne psycho et surtout comment tu fais pour lutter contre des biais ou même comprendre que tu as un biais? Parce que ça, c'est le Ouais, plus gros risque, c'est de se retrouver avec une conviction forte qui est totalement biaisée et de ouais, s'en rendre clairement. compte tard et même en milieu de cycle et au moment où bah, t'as déjà pu prendre cher, par exemple, sur certaines choses. Ah, clairement. C'est vrai que moi, j'ai quand même toujours eu la chance de garder à peu près les pieds sur terre déjà. Parce que c'est vrai que dans des phases de bull market, c'est quand même très facile de partir en couille, où tu peux gagner des sommes hyper importantes en l'espace de quelques heures ou quelques jours parfois. Euh, et la première des choses qui vraiment est dangereuse, c'est la perte de notion de l'argent, tout simplement. Moi, je suis pas né dans une famille hyper aisée. Je suis pas non plus né dans une famille. Je ne vais pas dire que je sors du ghetto, etc. Absolument pas. Je dirais plutôt une famille normale. Voilà. Mais qui pour elle, tu vois, 5000 balles, c'est une somme, tu vois. Et donc, j'ai toujours quand même essayé de garder cette notion, ce qui m'a toujours permis déjà, en termes de biais psychologiques, quand tu n'investis pas trop, tu es un peu moins impacté, tu vois. Par exemple, tu vois, moi, je m'étais fixé une limite sur chacune des ICO. C'était pas plus que 10 000 balles dans une phase de bull market. Alors qu'on peut partir facilement en vrille et mettre beaucoup plus d'argent. Mais je me suis dit que de toute façon, voilà, si ça devait délivrer un truc, ça sert à rien de devoir mettre plus. Ce qui m'a quand même permis de pas mal de pas trop perdre. Parce qu'au final, tu peux vite te faire rincer sur des ICO foireuses. Après, j'en ai quand même fait des bonnes, mais si j'avais trop investi dans les mauvaises, honnêtement, tu peux faire n'importe quoi. Donc déjà, je me suis toujours fixé ces limites-là. Ensuite, moi, j'ai toujours... Donc moi, je suis marié pour le coup. Et c'est vrai que quand tu es avec une autre personne qui ne comprend pas ce qui se passe dans ta tête, dans ce que tu es en train de faire, qui elle est beaucoup plus terre à terre et a encore plus de notions de l'argent, ça permet quand même d'être recadré, tu vois. En mode, tiens, je ne vais pas aller cramer 50K là-dedans ou dans une connerie, etc.
et ça permet quand même, mine de rien, de te laisser sur le droit chemin, bon, sans non plus que ce soit trop dans l'excès. Si tu as une personne qui te dit non, mais surtout, investis pas là-dedans, enfin, tu vois, moi, c'était pas le cas, mais par contre, je gardais une certaine notion, on se le cache pas, hein. J'ai quand même fait voilà, des trucs avec le recul, c'était un peu con, mais bon. Donc, en essayant de pas trop Ça arrive investir. à tout le monde. Oui, tu n'étais pas trop impacté, je trouve, d'un point de vue psychologique. Après, moi, ça a été fait dans le dur, hein, mais ça a quand même été fait dans la progression. Je me suis pas retrouvé du jour au lendemain non plus avec une somme folle. C'est quand même monté graduellement. J'ai pas beaucoup investi dans mes débuts. Franchement, en toute transparence, je pense que j'ai dû investir dans les 5000 balles, en vrai. En 2015-2016, je pense que c'est à peu près la somme que j'avais mis et j'ai plus jamais injecté de l'argent. Mais bon, ça a quand même pris du temps. Mais c'est monté graduellement pour le coup. Et ensuite, le fait d'avoir cash out systématiquement, notamment lors de la dernière phase de bull market, ça m'a quand même bien aidé psychologiquement pour le coup. Donc j'avoue que moi, je pense que c'est parce que je suis resté un peu connecté, on va dire, au monde réel. Je n'étais pas trop déconnecté. Ouais, j'ai quand même toujours essayé de garder cette notion de l'argent qui m'a permis voilà, de pas trop investir, parce que si tu investis trop, c'est là où ça peut commencer à piquer, je pense, d'un point de vue émotion. Et puis maintenant, vu que c'est plus, comme j'ai pu le dire au début, c'est plus amusant maintenant qu'avant, vu qu'il n'y a pas trop d'enjeux, les biais, ils ont quasiment disparu pour le coup. Alors qu'auparavant, je les avais bien sûr beaucoup plus. Mais je pense que c'est de les vivre aussi, qui permet de se rendre compte de par quoi est-ce qu'on est passé, quelles sont les merdes qu'on a pu faire. Et après, tu essayes de ne pas les reproduire. Mais j'avoue. C'est pour ça qu'on disait que désolé de te couper la parole, mais c'est pour ça qu'on disait que les personnes qui font du contenu et qui n'ont pas d'expérience, c'est compliqué d'être très pertinent parce que c'est justement l'expérience qui fait que tu deviens pertinent. Donc, déjà, croire que les altcoins, c'est parce que ça a forcément pris moins 95% qu'elles sont intéressantes à l'achat. Ouais. Ça, déjà, c'est une connerie. C'est juste une connerie. Et ça, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas vécu des cycles complets où les alts sont faites massacrer et elles sont jamais reparties et elles passent leur vie à sous-performer Bitcoin. Ça sert à quoi d'aller prendre du risque sur un shitcoin qui sous-performe Bitcoin depuis 5 ans, par exemple? Ça sert à rien. Ça n'a aucun sens, tu vois. En fait, tôt ou tard, tu récupéreras un petit x2, x4, x10 probablement sur une bonne partie des cryptos, mais à partir d'où? C'est surtout ça la question. C'est à partir de moins 80 ou moins 99,9%, tu vois? Mais surtout, surtout pour moi, c'est prendre plus de risques, alors que c'est pas. Enfin, moi, c'est surtout cette notion de risque, tu vois. Mais c'est probabilité d'un nouvel ATH, combien ça te rapporterait, espérance de gain. Les gens calculent pas vraiment cette espérance de gain-là. Ils sont vraiment en déjà, mode, s'ils regardent leur alt versus Bitcoin, si ça fait que baisser déjà, ça sert à rien. Ouais. En fait, pourquoi prendre plus de risques pour aller faire moins? Enfin, tu vois, c'est ça un petit peu le truc, tu vois. C'est uniquement pas par conviction. Moi, les convictions, en toute transparence, j'en ai eu quand j'ai commencé. Des projets que j'affectais particulièrement, il y avait notamment des projets comme Cardano. Tu vois, encore à l'époque, en 2015-2016, ça venait de sortir avec leur beau site, leur beau white paper, etc. Et ils vendaient du rêve, tu vois. Et clairement, en plus, après 2017, ça explose, etc. Donc, génial. Et effectivement, j'avais une conviction. En fait, cette conviction, elle est partie au fur et à mesure. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bête d'avoir des convictions sur ces projets-là. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait parce que regarde ce qu'ils ont fait. Pas rien. Ils n'ont rien fait. Ça enrichit Hoskinson pour qu'il puisse se payer son jet et faire son délire. Ces délires archéologiques ou je sais pas quoi là, ça servait à ça. Et en fait aujourd'hui c'est une blockchain qui n'est même pas utilisée par personne, alors qu'ils te vendaient la lune, tu vois. Donc ceux qui ont des convictions là-dedans, je suis désolé, mais ça sert à rien. En fait, on n'investit pas par conviction, de mon point de vue, parce que ça te biaise complètement. Et c'est ça que moi en tout cas aujourd'hui j'ai plus aucun biais sur rien. Ça veut dire que je suis prêt à ce que tout se casse la gueule. Plus aucune émotion. Je suis prêt à me dire j'ai géré mes risques en conséquence, donc peu importe ce qui se passe. Voilà. Donc après, je sais que certaines personnes, justement, ils sont trop biaisés sur certains projets. Ils vont te vendre le truc comme pas possible, comme ça va être révolutionnaire. Peut-être, mais ça a plus de chances de ne pas être le cas. Et au final, l'investissement, c'est aussi mettre les chances de son côté. Et c'est ça, on va dire, le plus important. Et malheureusement, si on investit par conviction, en général, on ne met pas trop les chances de son côté, quoi. On prend un risque qui parfois peut payer, et c'est ça, on va dire, l'exception qui confirme les règles, où certainement te dire, ah, mais lui, il y avait une grande conviction là-dedans, il a fait une fortune là-dessus.
Ça, c'est 0,001% des gens, tu vois. Enfin, Quelles sont tes convictions fondamentales dans Bitcoin et Ethereum? Est-ce que tu es quelqu'un d'ultra convaincu sur la technologie ou même l'appréciation du prix à long terme? Ou est-ce qu'il y a des hicks Je suis chaud d'avoir alors, cette vision-là, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé surtout argent, mais je voulais aussi qu'on parle un peu fonda. ouais, Voilà, est-ce que tu t'intéresses beaucoup au fonda? Comment tu fais tes recherches? Et par rapport, dans ce prisme-là, bah, enfin, on à va quoi tu dire réfléchis que quand tu vois bon, Bitcoin et ma Ethereum? conviction déjà pour moi, c'est que si, je pars du principe que si les cryptos ont un avenir, les projets dans lesquels il faut investir, on les connaît tous. Voilà, c'est BTC, c'est ETH, c'est la DeFi, parce que j'estime que la DeFi a tellement bien évolué aujourd'hui. Voilà, nous, on a connu des DEX de merde. En 2017, les DEX qu'il y avait, c'était inutilisable. Aujourd'hui, quand tu as Uniswap, tu peux faire des conversions, tu as quasiment plus de spread, même sur du stablecoin. Ça reste encore un peu plus cher que de le faire sur les plateformes centralisées, ok. Et ça s'est énormément amélioré pour le coup, et tu peux le faire avec des sommes, je parle de plusieurs millions. Là, on ne parle même pas de petites sommes pour le coup. Tout n'est pas parfait. Il peut encore y avoir des problèmes au niveau des swaps. C'est même pour ça que même moi, je ne le ferai pas sur des très grosses sommes, mais je le fais plutôt en plusieurs fois au cas où. On ne sait jamais. Mais en tout cas, ça commence à vraiment gagner en maturité. Donc des projets comme Uniswap, voilà, pour moi, si ça a de l'avenir, bah, ces projets sont là pour rester. Pareil pour AV, par exemple. Donc il y a quand même des trucs, des projets comme ça qui, à mon sens, sont là pour rester. Les Layer 2, on a vu ça. Pour moi, ça peut encore vraiment beaucoup évoluer avec Arbitrum, Optimism et Polygon également. Voilà, tu as les trois. En gros, voilà, tu te mets sur Ethereum plus les projets de Layer 2 plus sur la DeFi et Bitcoin, bien sûr. Tu couvres bien Franchement, l'écosystème. tu cours déjà plutôt bien. Les NFT, je suis un peu plus mitigé pour l'instant par rapport à vraiment l'intérêt du token. Parce qu'au final, nous, on investit toujours dans le token et ça, les gens, ils oublient toujours ça. C'est qu'il y a une différence majeure entre le token et le projet. Et investir dans le token ne veut pas forcément dire investir dans le projet, pour le coup. Donc, Ce que je veux dire, c'est que, genre, on pourrait voir des gros projets, des grosses marques NFT avoir du succès sans que le jeton ou le NFT lui-même s'apprécie, par exemple. tout dépend de la token économique qu'il y a derrière, tout dépend des intérêts financiers des gros qui possèdent ces tokens-là. Ça dépend d'énormément de choses, pour le coup. Pour moi, il y a beaucoup de tokens qui ont été créés, c'est une planche à billets. Voilà. Ils sont dilués à mort. Tant que des mecs assez cons pour en acheter, le prix tient, mais en fait, dès que ça s'arrête, ça retombe. Certains pourraient dire que c'est un Ponzi. Pour moi, c'est le cas pour beaucoup de projets. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui créent le token pour lever des fonds, et après, ils se disent, bon, mais on fait quoi avec ça on va commencer à lui créer un use case. Et en fait, ils font un peu les choses à l'envers À quand même. l'envers. Après, parfois, ça peut réussir. Regarde, par exemple, je prends Binance avec son BNB. Pour moi, c'est un token qui avait déjà, dès le départ, une token economics pas trop dégueulasse, avec un système de burn, etc. Et en fait, leur token economics, elle n'a pas trop changé, pour le coup. Et en plus de ça, maintenant, ils ont rajouté donc du staking Mais avec surtout que c'est un gas token la- maintenant, ce qui n'est pas Oui, non, mais forcément tout le temps le cas. il a évolué dans le bon sens. Mais c'est-à-dire que déjà, que leur token économique, c'était pas trop dégueulasse, on va dire, au lancement. Ils l'ont amélioré. Euh, Parce qu'à l'époque, il y avait quand même vraiment des tokens économiques, honnêtement, où tu avais une distribution aux advisors et à toutes ces personnes-là qui servent à rien. Limite, très souvent, juste ils prêtent leur nom. Ils vont récupérer 5 à 10% de la Du supply. supply, Ils hein. vont faire quoi avec ça? Ils vont juste la dumper au fur et à mesure. Ça, il faut le prendre en compte. Et surtout, l'intérêt du token dépend de l'utilisation de la plateforme. Une plateforme qui n'est pas utilisée, leur token, il ne sert à rien. Et pour l'instant, des plateformes vraiment utilisées, il n'y en a pas beaucoup, pour le coup. Et quand bien même, regarde, tu prends Uniswap, ben, leur token, pour l'instant, c'est quand même pas de la folie, hein. Et pourtant, c'est le DEX numéro un, celui qui a le plus de C'est une volume, folie, ça, hein. le Moi, je plus pensais que ça utilisé. résisterait peut-être un peu mieux, parce que je me dis que bah, c'est quand même le leader, hein, tu vois, dans l'écosystème. Mais au final, ouais, je connais pas les tokenomics de Uniswap et tout, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Le problème, c'est qu'il manque d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te servir de Uniswap sans utiliser leur token. Alors même, je crois, tu as une forme de DAO, je crois. Si je dis pas de conneries sur Uniswap, je crois que tu dois pouvoir voter avec leur token. Mais je pense que c'est pas suffisant, en tout cas, pour que les gens aient une conviction à le conserver. Bon, et puis après, il faut pas que le token soit catalogué par la SEC
comme un security. Donc, on ne peut pas non plus en faire une action, pour le coup, avec un droit de vote, une distribution des dividendes, etc. Ben, sinon, voilà. Donc, c'est aussi ça un petit peu le problème, c'est que je pense qu'ils pourraient faire plus, mais peut-être qu'ils ont aussi peur de ne pas le rendre trop proche de ce que pourrait être un actif financier. Et donc, là, il serait catalogué dans une autre case qui poserait, à mon avis, quand même pas mal de les mettra en problèmes. danger, ouais. Donc peut-être que c'est aussi pour ça, même si je pense que les DAO, ça peut avoir vraiment de l'avenir. Pour l'instant, voilà. Bon, tu as MakerDAO, tu vois, mais pareil, leur token, pour l'instant, bon. Donc voilà, en tout cas, moi, voilà. Donc si, mais je pars du principe que c'est un si. Parce qu'on ne peut pas dire ça va marcher. En fait, on n'en sait rien. Comme toute rupture technologique, ça peut fonctionner, mais il faut quand même accepter de dire que ça peut ne pas fonctionner. Il peut y avoir tellement de régulations qui leur tombent dessus qu'au final, ça perd tout intérêt et qu'au final, les entreprises se disent mais en fait, on ne va pas se faire chier à le faire de manière décentralisée, on va toujours continuer à le faire de manière centralisée. Et regarde sur la monnaie, tu vois, un Européen, il ne se rend même pas compte du besoin. Il peut transférer, en plus aujourd'hui, c'est instantané. On peut transférer de manière instantanée des euros. Donc, comment tu vas aller vendre un use case de le faire de manière purement décentralisée, tu vois? Et en plus de ça, sur de la monnaie qui est gérée par un État, c'est quasiment impossible. Après, là, pour moi, où il y a un intérêt, c'est que maintenant, ton banquier, il te fait chier à la moindre transaction. Donc, je pense qu'il y a cette liberté-là qui est recherchée par plein de gens. Enfin, par plein de gens. Par de plus en plus de gens, mais ça reste une petite partie, je pense. Et après, la question, c'est que si c'est trop gros, qu'est-ce que font les États? C'est ça aussi que les gens... Parce que si les banquiers font ça, c'est parce qu'on leur dit de le faire. Et donc, pour le coup, qu'est-ce qui ne nous dit pas que demain, en fait, toutes les plateformes d'échange, ils seront obligés de le faire? Et c'est ça un petit peu le problème. Donc après, on peut tout faire de manière complètement décentralisée, mais on aura toujours... Mais ça réduit le flow, quoi. Ouais. Et ça réduit considérablement l'argent qui va rentrer dans le marché. Et il suffit de voir, en fait, les trucs vraiment décentralisés, anonymes. Tu prends Monero, tu prends Dash, tu prends Zcash, mais c'est pas là. En tout cas, c'est pas là-dessus que tu vas gagner de l'argent. C'est juste utile. C'est un petit peu le problème, tu vois. Donc oui, il peut y avoir une utilité, mais est-ce que d'un point de vue d'investissement, il y a vraiment un truc à faire ou pas? Bah, il faut quand même de l'apport de liquidité. Et s'il y a trop de points bloquants entre le monde du fiat et le monde de la crypto, pour moi, je ne vois pas trop comment ça pourrait faire à ce que les tokens puissent continuer à bien s'apprécier en termes de valeur. Donc, c'est ça un petit peu le problème, c'est que oui, on peut tout faire de manière décentralisée, sans les banques, sans les États. Mais dans ce cas-là, pour le coup, il faut que tout le monde s'en serve. Et à mon avis, ça va être compliqué. En tout cas, honnêtement, on n'y est pas, quoi. Donc, par quoi est-ce qu'il faut qu'on passe? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut passer par un effondrement de la monnaie, par une défiance complète des institutions? Parce que les gens, ils aiment bien leur confort. Hein. Donc, pour moi, tant que leur confort n'est pas mis à mal, ils vont pas trop aller chercher d'autres solutions. C'est comme l'anonymat sur Internet. On en parle depuis tellement longtemps. Les gens, en fait, dans la plupart des cas, ils sont même contents d'afficher toute leur vie sur les réseaux. Tu vois. Donc, c'est vraiment difficile de l'autre côté de se dire est-ce qu'ils vont vouloir avoir cet anonymat, cette décentralisation. Tu vois, franchement, c'est quand même pas évident hein, de savoir comment est-ce que la société va réellement évoluer. Tu vois. Et moi, je n'ai pas la prétention de savoir comment. Après, c'est quand même important d'avoir une solution pour les personnes qui veulent cet anonymat-là aussi, tu vois. C'est bien aussi d'avoir des alternatives, même si c'est pas la solution dominante et la plus utilisée. Parce que ne pas avoir le choix, c'est quand même la pire des choses. Donc, je pense que la crypto remplit bien ce rôle. Ouais. Non, mais en vrai, je trouve que là, c'est quand même pas trop mal ce qui se passe. Même d'un point de vue réglementaire, on peut taper sur l'Europe, mais mine de rien, j'ai quand même l'impression que c'est un peu les seuls pour l'instant qui ont vraiment commencé à mettre un cadre légal plutôt clair. Qui veulent faire des choses propres. Parce que tu vois, je pensais que la Suisse l'était, mais le problème de la Suisse, c'est que c'est bloqué. En fait, en Suisse, on peut faire des choses en Suisse, mais en général, c'est pas trop compatible avec le reste du monde. Bon, les Américains, pour l'instant, ils font chier, mais bon, écoute, on verra. Les pays asiatiques, mis à part la Corée et le Japon, c'est quand même compliqué. Pour l'instant, c'est quand même des pays très autoritaires. Ils aiment bien tout contrôler. Donc, c'est, mine de rien, l'Europe, c'est quand même pas trop dégueu ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, c'est à peu près, même si certains vont me dire que c'est un peu trop, je trouve que c'est à peu près acceptable ce qu'ils veulent faire, même s'ils ont voulu faire des grosses conneries avec le proof of work, etc. Heureusement qu'on les a un petit peu remis sur le droit chemin. Ça aurait pu être bien pire, c'est vrai.
Mais en tout cas, ça aurait pu être pire. Honnêtement. Et quand tu vois ce qui se passe aux States, honnêtement, tu te dis, bah ouais, faut limite peut-être mieux Là, avoir un business maintenant en Europe, quoi. Enfin, tu te honnêtement, rends parce que compte qu'une personne peut ruiner un écosystème dans un pays, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le cas de Gensler. Je pense que ouais, Gensler, ouais, il est en train effectivement, ouais. de faire, enfin, de donner des boutons à tous les Américains, en tout cas Ah pour non, non, ceux qui sont dans la crypto. Donc, non, non, mais c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je trouve que pour l'instant, ça a l'air d'évoluer quand même dans le bon sens. Mais regarde, on le voit maintenant avec. Bon, après, par rapport aux Américains, c'est quand même très suspect. Tout ce qui se passe, bon, après, on va pas rentrer dans les trucs qui pourraient être avec les plus histoires de TF et tout, qui suivent et tout. Ouais. Bon, après, c'est les Américains, il faut pas non plus. Ils défendent toujours leurs intérêts. Donc, déjà, toute boîte Moi, je qui suis n'est pas pas si américaine. pessimiste que ça, hein, en vrai. Je suis pas pessimiste, mais je trouve que c'est un peu limite ce qu'ils font. Mais bon, ils ont toujours aussi cette habitude-là. Que toutes les boîtes étrangères, on essaye de les foutre dehors pour faire la place à leurs petits copains. Bon, ça, c'est ce qu'ils ont toujours fait, en soi. Donc, ils le font sur les cryptos. C'est pas une surprise. Mais c'est vrai que ça va quand même plutôt dans le bon sens, même avec là, les trusts qui veulent être créés par tous les gros gestionnaires d'actifs. Ça, c'est important pour avoir vraiment un apport de liquidité conséquent de personnes qui vont jamais aller dans des actifs qui sont trop difficiles à acheter pour le coup. Au contraire, il faut que l'actif soit facilement accessible. Et plus il est facilement accessible, et plus tu pourras avoir du monde dedans. Et donc, si tu es dedans au début, tu vas forcément en profiter d'une manière ou d'une autre. Oui, donc ça c'est vrai que ça va quand même plutôt dans le bon sens, même si c'est quand même pas évident de faire du business aux States. En tout cas, quand t'es pas pote avec les bonnes personnes, c'est quand même, on va dire, un peu compliqué. Même pour Coinbase, hein, même pour une boîte américaine listée sur le Nasdaq, même pour elle, c'est quand même compliqué. Donc, mais bon, effectivement, enfin, il faut pas être si pessimiste que ça par rapport à ça, effectivement. Bah écoute, je pense qu'on rentre dans le format. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps ici. Et j'espère que toutes les personnes qui ont regardé cette interview auront passé un bon moment, auront appris des choses. Pour clôturer peut-être cette interview sur une note positive, est-ce que déjà tu as pu réfléchir à l'invité que Merde. tu aimerais voir sur la chaîne? Je t'ai encore eu. Ah, t'as Et pas peut-être pour te oublié. donner un petit peu plus de temps, peut-être des gens que tu aimes spécifiquement dans l'écosystème et à qui tu aimerais donner peut-être un peu de force ou que tu aimerais que certains découvrent. Pour moi, déjà, en fait, d'un point de vue global, je pense que il faut de la force pour toute personne qui veut lancer des projets dans les cryptos par les temps qui courent, déjà. Pour moi, pour moi, c'est encore plus compliqué que partir dans un truc plus traditionnel, tu vois. Parce que tu as toute une incertitude en plus qui va autour. Et en plus, c'est encore plus cyclique que le marché tradi. Et ça, pour les projets crypto, bon, moi, j'ai pas de projet crypto, mais je m'en doute que c'est quand même pas si facile que ça, pour le coup, dans les périodes actuelles. Donc après, j'ai pas de projet en particulier parce que je ne m'attache pas au projet. Donc ça veut dire que moi, Peut-être des j'évite personnes, je toujours. veux dire. Ouais, mais en vrai, j'ai pas, j'ai plus en tout cas. Parce que même les projets, tu vois, tu me parles des gros projets, je sais pas qui les gère. Tu me parles de AV, de Uniswap, etc., de Curve Finance, tous ces projets-là. En vrai, je sais même pas qui sont réellement les personnes qu'il y a derrière parce que moi, je m'estime pas faire partie de la communauté des mecs qui développent, etc. Tu vois, je suis vraiment pas dedans, honnêtement, hein. Aujourd'hui, je suis purement que dans la partie investisseur. Et d'une certaine manière, ça m'aide à être totalement détaché des projets. Alors certains diront que c'est bien, d'autres que c'est pas bien en vrai, hein, et je pense que chacun a son avis par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai peu de connaissances par rapport à ça, par rapport vraiment aux personnes qui sont influents. Alors je connais les grands, hein, bien évidemment, les Vitalik et compagnie, mais sinon en vrai je suis très peu impliqué, même dans les informations par rapport à ça. Donc c'est vrai que là tu me poses limite une colle par rapport à ça. Et ça, c'est parce que vraiment, j'y passe pas beaucoup de temps pour vraiment voir ce qui se passe d'un point de vue limite technique, tu vois, sur les évolutions et les Ça trucs peut être en dehors de comme la les. crypto, hein, ou juste ou même des créateurs de contenu, hein, des personnes qui tiennent à cœur. Juste pour que les personnes qui nous regardent puissent ouvrir un peu leur esprit et Ah découvrir de bah, nouvelles choses. moi, je peux dire, en tout cas, ce que je regarde, mais je regarde plus des chaînes, parce que c'est là où j'ai beaucoup à apprendre, je pense, c'est plus dans la finance Thinkerview, tradie, en vrai.
Thinkerview, par Alors, exemple. Thinkerview, effectivement, pas tout le monde, mais en même temps, ils invitent tout le monde, donc ce qui est normal, ce qui est même plutôt bien. Mais oui, clairement, en tout cas, sur tous les sujets qui m'intéressent, clairement, ça, c'est clairement une chaîne à recommander. Dans la finance tradi, pour moi, il y a deux chaînes vraiment très pertinentes. Il y a Zone Bourse, notamment avec Xavier Delmas, qui, honnêtement, il dit quand même beaucoup de bonnes choses, pour le coup. Il est plutôt pertinent. Vraiment finance tradi pour les analyses macro, etc. La chaîne de Synapse qui fait intervenir pas mal de gestionnaires de fonds, etc. Mais ils viennent sans avoir un biais. Ils sont pas là pour vendre leur truc en fait. Ça c'est plutôt appréciable. Et honnêtement, c'est assez intéressant. Et notamment, ils avaient fait des très très bonnes vidéos que j'ai pas vu, que j'ai même vu nulle part sur le système bancaire. Ils expliquaient vraiment la crise bancaire américaine, le pourquoi du comment, etc. Et aussi le pourquoi il fallait peut-être pas non plus être si pessimiste que ça. Parce que très souvent, on peut très très vite être très pessimiste en disant c'est bon, le truc il va s'effondrer. Bon, en fait, quand tu regardes vraiment tous les mécanismes qui sont en place et tout, en fait, tu te dis, bon, en fait, ils sont juste en train de mettre ce qu'il faut sur la table pour que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et tu vois, donc eux, ils ont cette notion que moi, j'ai pas. Donc c'est vrai que en général, je passe plus de temps sur ces chaînes-là parce que en vrai, en plus, la finance tradi, c'est un monde encore plus vaste que les cryptos. Même si le marché des cryptos s'est massivement complexifié par rapport à il y a 5 ans, bon, le marché tradi, il y a encore tellement de trucs que je ne maîtrise pas là-dedans. C'est un foutoir, en vrai. Il y a des trucs partout. Donc, c'est plutôt là-dessus où je passe beaucoup plus de temps. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de chaînes YouTube parce que le problème de YouTube, c'est que tu peux vite perdre beaucoup de temps. Ouais, Et tu vois, une vidéo de 30 minutes par-ci, une vidéo de 1 heure par-là, et si c'est 2 heures ou 3 heures ça par-là, remplit ta journée. Ouais. ah oui, en fait, ça remplit ta journée. Et de l'autre côté, bon, j'ai aussi d'autres trucs à faire, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je me suis plutôt désintoxiqué de YouTube, où j'essaye de suivre très, très peu de chaînes, pour le coup. Et en fait, de manière ironique, des chaînes crypto, j'en suis pas. En toute transparence, j'en suis plus. T'en suis plus. Ouais. J'en suivais auparavant. Une chaîne américaine que j'adore beaucoup, c'est Coin Bureau, que lui, j'ai connu au Il est tout vraiment début. Et chaud. en Ouais. fait, ses vidéos n'ont pas changé. Ils sont beaucoup derrière, je crois. Ouais. Alors, à l'époque, je pense pas. À l'époque, le mec, il avait un rythme et la qualité des vidéos, je me disais, mais comment il fait pour sortir Ouais. une vidéo tous les 3 jours? Il te décrypte tout le projet. Je me suis dit, mais le mec, il y passe sa vie, là. C'est pas possible. Ouais. Il a complètement explosé, mais franchement, c'était mérité. Moi, je l'ai connu à 30 ou 40 000 abonnés. Déjà, ses vidéos étaient quali. Là, il a complètement explosé, mais ça, c'est vraiment mérité. Et ensuite, comme autre chaîne, par contre, que j'aime bien, c'est la chaîne de Grand Angle Crypto. Et ben ils font des trucs vraiment très quali. C'est très axé fondamental pour le coup. Mais moi, j'ai quand même toujours cette petite partie tech. Donc, j'arrive quand même à comprendre un petit peu ce qui se passe. Parfois, c'est important et notamment, c'était important pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport aux ordinals sur Bitcoin. Si tu ne peux rien à la tech, en fait, c'est juste le meilleur moyen d'investir dans tout et n'importe quoi. Voilà. Donc là, j'avais bien recreusé. Et eux, honnêtement, il faut le dire, bah, ils font quand même des vidéos qui sont assez quali, pareil, plutôt bien travaillées. Et en tout cas, voilà, sur la partie fondamentale, honnêtement, je trouve que c'est pas mal pour comprendre ce dans quoi tu mets les pieds, quoi. Et ça, c'est de nouveau dans les cryptos, c'est le truc le plus important. C'est savoir ce que tu vas acheter. Même si c'est sûr que la tech peut poser problème pour certaines personnes, il faut baigner un peu de temps pour comprendre. Mais c'est important, sinon tu ne sais pas dans quoi tu fous les pieds, quoi. Donc cette chaîne-là, en tout cas dans la partie francophone, honnêtement, ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, ça fait l'exception dans les chaînes crypto que je regarde. Je regarde pas toutes leurs vidéos, mais sur des sujets en particulier, en tout cas, je regarde un petit peu ce qu'ils font. C'est quand même pas mal, quoi. Bah écoute, je suis content de terminer sur une note un petit peu positive pour donner aussi un peu de force aux gens qui font les choses proprement. Ça me semble important. Merci encore une fois pour ton temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que l'interview vous aura plu Non, pour mais toutes les personnes pareil. qui nous regardaient. Je mettrai évidemment en description et en commentaire épinglé eh bien, tous tes réseaux, en tout cas les moyens de te retrouver. Et je te laisse peut-être un dernier mot de la fin. Non, non, mais je pense que bon, de toute façon, si on est là pour investir, il faut pas croire que ce sera facile. On va pas en passer par des phases extrêmement dures. Et c'est justement dans ces phases-là où c'est le moment pour investir, c'est quand les gens ils y croient plus, ils veulent plus investir, il y a plus d'argent, il y a plus d'acheteurs, il y a plus rien. Voilà. Donc forcément que dans la tête, ça peut être difficile. Moi aujourd'hui, je suis
je peux parler de beaucoup de choses négatives, mais ça ne veut pas dire pour le coup que je suis pessimiste vraiment et que j'investis pas, tu vois. Mais c'est parce que j'essaie d'être factuel à l'instant T des choses. Maintenant, si on met quand même des billes là-dedans, c'est quand même pas pour rien, tu vois. C'est parce qu'on a quand même bien évidemment un minimum de conviction et on se dit que oui, il peut se passer des choses et ça peut évoluer dans le bon sens. Mais il ne faut pas non plus être trop boule, parce qu'être un permaboule, pour moi, ça ne sert pas non plus à grand-chose, mis à part à peut-être prendre trop de risques. Je pense qu'il faut être mesuré pour le coup, et voilà quoi. Mais en tout cas, je pense que ceux qui sont là maintenant, à mon avis, ils sont quand Ça même devrait le là faire. dans des moments, ouais, dans des moments plutôt intéressants justement. Il faut investir dans les bons projets. Honnêtement, ils sont pas si cachés que ça. Les projets commencent à gagner en maturité, donc c'est quand même un peu plus facile maintenant qu'auparavant. Et après, on peut toujours prendre un peu de risque à droite et à gauche. Je pense que voilà, il faut assurer en tout cas, il faut assurer sur des tokens qui seront toujours là dans 2, 3, 4, 5 ans. Et ceux-là, on les connaît plus ou moins tous, quoi, grosso modo, dans les plus gros en tout cas. Eh bien, parfait. Donc Merci encore voilà, pour ton temps. merci à Je vous laisse toi sur pour ces sages l'invitation. mots. Passez une bonne Allez, journée. bye bye.